Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Faux Départ. Ici Brandon de l'agence Recursive où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Aujourd'hui, on a reçu Marco Bérubé qui est un formateur, conférencier puis aussi fondateur de l'agence Mobux qui est spécialisée en médias sociaux, marketing et tout ce qui s'y rattache. Aujourd'hui, j'étais accompagné de mon collègue Alex Marchand et de Alex Hogan qui est venu faire sa chronique comme à l'habitude. Qu'est-ce que tu retiens du podcast aujourd'hui, Alex? Oui, je retiens passion pour sa job en affaires. Je retiens stratégie de contenu. Puis je retiens storytelling. On a aussi parlé de la technique Moneyball et de Cachou. Merci. Ben, moi, ce que je retiens aussi, c'est aussi tout son storytelling autour de comment il a passé d'une agence d'une dizaine d'employés jusqu'à revenir travailleur autonome, puis les défis que ça l'a encouru, puis ben, les avantages aussi qui sont sortis de ça. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Mon premier projet entrepreneurial, j'avais 14 ans. J'ai écrit un livre de Donjons Dragons. J'aimais pas les règles du jeu et tout, fait que j'ai réécrit un nouveau livre. C'est un livre qui fait 300 pages avec toutes les règles toutes. Ouais. Je l'avais envoyé à des maisons d'édition. Il y a une maison d'édition qui m'a répondu, qui m'offrait 500$ pour les droits exclusifs de mon livre. Ah ouais. Mais moi, tu sais, j'avais passé des mois et des mois. Pas de royauté, là. C'était les droits exclusifs pour 500$. J'ai en passé des mois et des mois à créer ça à dactylo électrique, parce que, tu sais, moi, c'était dans les années 1900 que j'ai fait ça. Puis là, j'ai refusé. J'ai comme fait, hey, oublie ça, là, si je ne vais pas donner ça 500$ pour tout le kit. J'ai dit, je suis sûr que je vais avoir une meilleure offre. Premier apprentissage de business. Je suis pas eu d'offre. Puis, mais je l'ai encore aujourd'hui. J'ai encore le cartable dans mon sol. J'ai toutes mes affaires, j'ai tout gardé. Ça a été mon premier projet qui a été la fondation, si tu veux, de l'entrepreneuriat, parce que j'ai travaillé là-dessus pendant peut-être un an et demi, mais pour rien, là. Tu comprends? J'avais pas de revenus reliés à ça. J'avais juste envie de le faire, puis je le faisais parce que ça me faisait triper, puis ça me passionnait. Fait que ça a été mon premier. Après ça, j'ai eu une firme de consultation en commerce international en 2006-2013. Okay. Fait que là, j'accompagnais des entreprises à développer des nouveaux marchés dans le reste du Canada puis en Amérique latine. J'ai fait ça pendant 7 ans. Puis après ça, j'ai fondé Mobux. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu l'âme entrepreneuriale, définitivement. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs, je pense? Ma mère est entrepreneur. Ben, c'est drôle parce que ma mère a été à son compte. Ma mère avait une compagnie de toiture. Okay. Ce qui est quand même weird là, dans le temps. Là, fait qu'elle a eu sa compagnie de toiture. Du rough, là. Ouais, c'était elle. Ça s'appelait les Bardeaux Hertig. C'était parce que ma mère s'appelle André Hertig, de nationalité suisse. Puis elle avait un truck blanc avec les écritures mauves. Tu sais, dans le monde de la toiture, ça clashait en tabarnouche. Là. Puis tu sais, ma mère, c'est une petite madame, cheveux blonds, yeux verts, tu sais, elle sortait du lot. Fait que ma blonde, mais quand elle grimpait dans une échelle avec 3 paquets de bardeaux sur l'épaule, les gens l'appelaient madame en tabarnouche. Non, elle faisait pas une job, elle submissionnait, puis elle avait ses équipes, toute l'équipe. Fait que ma mère, elle a eu ça. Puis mon père a jamais été il était pas représentant, il était représentant, il était pas à son compte, mais il était représentant 100% commission pour une compagnie de construction. Fait que c'est quasiment... C'est un solopreneur d'une certaine façon. Là. Puis lui, j'ai travaillé pour sa compagnie, pour la compagnie, c'était Matco Ravary dans le temps. Je travaillais avec lui, puis lui, ça a vraiment été les apprentissages de vente, surtout, qu'il m'a fait dans toutes ces années-là. Tu sais, c'était pas des apprentissages genre « Hey, mon gars, je vais t'apprendre telle affaire », c'est juste, tu regardes sa façon d'agir, sa façon d'être, tout le kit, puis avec le recul, les années passent, puis des fois, je me dis « Ah, c'est que je ressemble à mon père », tu sais. Fait que, ouais, entrepreneur, puis tout le kit. Puis moi, j'ai eu l'avantage que mes parents, ils m'ont jamais mis de cadre. Parce que, tu sais, je dis pas qu'ils me faisaient faire, mais tu sais, c'était pas « Tu vas au cégep, tu vas à l'université, c'est comme « Fais ce que tu as envie de faire dans la vie. » Tu sais, puis ça a été long avant que je le trouve, là. Mais tu sais, c'est le fun de pas avoir une barrière de dire tu vas aller au cégep, tu vas aller à l'université, tu vas te trouver une job, tout le kit. Fait que, ouais, une famille avec une norme entrepreneuriale, mais plus solopreneur qu'entrepreneur. OK. Puis c'est tout ça qui t'a amené un peu à partir de tes propres projets de business, dont Mobux ultimement. Ouais, mais si tu savais cette histoire-là, je vais vous la conter, vous allez trouver ça drôle parce que
C'est zéro spectaculaire, mon affaire. Là. C'est quand j'ai parti de DSA Solutions, ma première compagnie, je travaillais dans la toiture. Okay? J'avais perdu ma job comme représentant des ventes, puis je travaillais dans la toiture, puis j'haïssais ça mourir, mon gars. Là. Moi, je suis zéro manuel. Zéro, là, j'haïs ça. Okay? Fait que là, j'étais sur le bord d'avoir un enfant. Ma blonde de l'époque, qui est la mère de mes 2 enfants, était enceinte. Puis là, je dis, j'ai pas de job, j'ai pas de carrière, puis tout le kit. Fait que je dis, je vais retourner à l'école. Là, c'était en 2005, fait que 2005-2006. Fait que j'avais 24 ans. Mais là, je cherche les programmes, mais moi, je veux dire, j'ai un enfant qui s'en vient, j'ai une maison, tout le kit. Je dis, je peux pas aller à l'école temps plein puis pas faire d'argent, tu sais. Fait que j'ai cherché les programmes qui étaient subventionnés par Emploi Québec. Puis le programme qui était subventionné, c'était Commerce international. Fait que moi, je niaise souvent avec mes gars. Je dis que si ça avait été esthéticienne, que j'aurais été esthéticienne. Tu sais, parce que moi, je voulais aller à l'école, mais en ayant quand même de l'argent qui rentrait. Ouais. Fait que j'ai suivi ce cours-là pendant 1 an. Puis dans ce cours-là, j'ai rencontré un associé qui était chilien, qui s'appelait Aldo. Puis à la fin du cours, on a fait « Hey, on part dessus. » Innocemment. Là, hey, on a été chercher un soutien au travailleur autonome, tout le kit. Puis on est parti. Fait que j'ai pas décidé d'être en commerce international. C'est juste le chemin qui s'est fait qui était là. Finalement, j'ai décidé de partir. On l'a fait. Puis c'était du commerce international, mais moi, mon rôle au sein de l'entreprise, c'était beaucoup plus du développement des affaires. T'sais, moi, c'était de rencontrer des clients potentiels, d'aller rencontrer des distributeurs, de faire des pitchs de vente, tout le kit. Fait que, mon père, c'était une chose qu'il m'avait déjà dit, puis il a totalement raison. Là. Peu importe ce qui va se passer dans la vie des vendeurs, on va toujours en avoir de besoin. T'sais, il va toujours avoir quelque chose à vendre. Fait que si t'es bon vendeur, tu vas t'en sortir. Fait que j'ai fait ça pendant 7 ans. Puis fin 2013, c'est là que j'ai décidé de tirer la plug parce que j'avais 2 enfants en bas âge. Puis là, tu sais, je faisais Calgary, Vancouver, Toronto, Chili, tout le kit. Fait que là, je trouvais que j'étais de moins en moins souvent à la maison. Rentabilité n'était pas nécessairement là non plus. Fait que j'ai quitté. Puis là, j'ai décidé de partir en Agence Mobux. Puis à la base, Agence Mobux n'était pas Agence Mobux. Moi, je faisais de la prospection pour faire du développement des affaires pour des entreprises. OK. Fait que j'ai rencontré, je dis, hey, tu veux-tu que je t'aide à développer Lead des gen, affaires, lead gen, tout le kit. Puis là, le premier client, il me dit, ouais, ça pourrait être le fun, mais j'aurais surtout besoin d'aide avec mes médias sociaux. Tu peux-tu m'aider? Fait que je suis ben certain, je peux t'aider. Tu prends tous les contrôles quand tu commences. Là, Ouais, c'est... Une chose mène à une autre. Ouais. Fait que là, je fais ça pour le premier. Fait que là, je pogne mon premier contrat de médias sociaux. Je m'en vais rencontrer un deuxième. Hey, je fais du développement des affaires, puis tout le kit. Blablabla. Ouais, mais tu pourrais-tu m'aider pour mes médias sociaux? Je suis comme, ouais. Deuxième. Après ça, le troisième. Puis là, après ça, à partir du quatrième, je le rencontrais. Puis j'étais comme, hey, je m'occupe des médias sociaux. C'est de là qu'on est parti. Je veux dire, c'était ça que le monde y voulait à l'époque. Là, on parlait de ça de 2015. Fait que j'ai parti de ça. Puis, il n'y a jamais eu de planning de partir à mon compte. Je sais que j'ai toujours voulu être à mon compte, mais jamais eu de planification stratégique sur 1 an, 3 ans, 5 ans. C'est de dire, regarde, on va regarder le marché puis on va s'adapter. Là. Non, ça, ben, t'as trouvé un filon doré, puis quelque chose que t'aimais faire, puis qu'il y avait de la demande pour ça. Fait que Ouais, ça, exact. Ça a starté là. Mais écoute, super intéressant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait vraiment plaisir. Marco Bérubé, dans le fond, on a parlé un peu, Agence Mobux, qui était spécialisée en médias sociaux, justement, marketing, création de contenu, ces choses-là. Puis là, récemment, ben, je te laisse par... Ouais, technique Moneyball. Fait que, ben, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est, tu sais, là, dans l'histoire que je comptais juste avant, c'est que 2015, j'ai commencé à vendre des services de médias sociaux. Puis l'entreprise a grossi. L'entreprise a duré 9 ans. Donc, on a arrêté les opérations l'année passée. Puis c'était une agence de médias sociaux. Fait qu'on était une équipe, on était 9-10. Puis on gérait les médias sociaux pour les clients. Fait que création de contenu, photos, vidéos, graphisme, pub Google, pub Facebook, puis tout le kit name it. C'est du service, là. Ouais, du service, 100%. Puis souvent, on travaillait beaucoup avec des clients sur des ententes annuelles. Fait que c'est une entente annuelle, voici ce qu'on te livre à tous les mois, puis tout le kit. J'ai fait ça pendant 9 ans. Puis en même temps que je faisais ça, parce que j'avais l'équipe qui gérait ça, moi, de mon bord, je faisais tout ce qui était formation, coaching et planification stratégique numérique pour les clients. Fait que moi, j'étais en accompagnement, formation, coaching. Puis les 2 business travaillaient ensemble, mais avaient comme deux offres de services différentes et 2 clientèles différentes. Parce que quand on faisait de l'accompagnement en gestion des médias sociaux, on travaillait majoritairement avec de la grosse business, là, des plus grosses entreprises. J'ai travaillé avec des entreprises comme Camping Québec, les œufs du Québec, Bijouterie La Vigueur, fait que, des grosses entreprises.
Mais quand je faisais de la formation et du coaching, là, on était beaucoup plus avec du solopreneur, petite entreprise, travailleur autonome qui avait besoin d'aide et tout ça. Fait qu'on a fait ça pendant 9 ans de temps. Puis 2023, là, j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans l'industrie et qu'il y avait quelque chose qui bougeait à l'intérieur de moi-même. T'sais. C'est-à-dire, là, j'ai de moins en moins envie de gérer une business. Puis on dirait que les entreprises ont de moins en moins le goût de travailler avec des agences parce que là, tu as l'automatisation qui est l'intelligence artificielle plus la nouvelle génération, man. Tu sais, je veux dire, ils sont nés avec des téléphones dans les mains. Ils sont plus à l'aise avec ça. Ils sont plus à l'aise. Fait que là, je commençais à solliciter des clients. Puis là, les clients me disaient, ouais, mais tu sais, j'ai pas besoin d'accompagnement en tant que tel, mais si tu pouvais, tu sais, j'ai pas besoin d'accompagnement annuel, mais si tu pouvais former puis coacher ma gang, ça serait le fun. Fait que là, tu sais, un peu comme ce qu'on disait tantôt, de dire, au début, je vendais du développement des affaires, mais le monde voulait des médias sociaux. Là, je vendais des services de médias sociaux, puis le monde, il me demandait de la formation coaching. Puis ça tombe bien, c'est ça qui me fait triper dans la vie. Fait que janvier 2024, j'ai pris la décision. J'ai dit, regarde, je ferme mon département de création, je libère ma gang, puis je repars à moi, tout seul, à faire de la formation, coaching, accompagnement et tout. Mais ça, là, tu dis ça, là, ça a l'air cool. Là. Ah, j'ai changé, mais libérer ta gang, ça veut dire mettre, tu disais 9 personnes. Ouais. Mettre, j'imagine que ça t'incluait, là. Donc 8 personnes. Ben, j'ai gardé Blanche qui est restée avec moi, fait que j'ai congédié 7 personnes. Congédié 7 personnes, fait que c'est pas un move facile à faire. Ben, comment que ça se passe? Ben, c'est ironique pareil, parce que, tu sais, avec l'expérience qu'il y a, tu sais, c'était pas les premières personnes que je congédiais, là. Fait que, il y avait un côté très, très émotif dans la patente, parce que, tu sais, il y avait, je pense à Ariane, qui était ma plus vieille employée, je suis le parrain de son gars, puis tout le kit, tu sais, je veux dire, il y avait quelque chose d'émotif là-dedans. Mais ultimement, on était rendu à un stade que la business était plus rentable. Fait que c'est quand même facile de prendre une décision parce que tu dis, soit que je vous mets dehors maintenant, ou qu'on continue de même pendant 2 mois, puis tout le monde crève. Tu sais, fait que c'est comme l'inévitable. Tu sais, c'est comme, regarde, si on continue, on s'en va dans le mur, fait que I will let you go. Mais l'avantage que j'ai, c'est que tout le monde s'est placé. Hein. Tu sais, j'ai ma graphiste qui voulait retourner à l'école, mais là, elle n'était pas sûre parce qu'elle travaillait avec moi, puis là, elle voulait pas comme m'abandonner, entre parenthèses. Là, quand j'ai dit que je mettais fin à son emploi, elle est comme, ah, si, je vais pouvoir retourner à l'université. Good job. Puis, j'ai un de mes employés qui était parti quelques semaines avant, qui est parti dans une agence, très heureux. Puis, j'ai certains de mes employés que j'ai gardés en sous-traitance. Fait que j'ai continué de prendre des mandats, puis je leur donnais des mandats en sous-traitance, fait qu'ils étaient capables de vivre pareil. Fait que, tu sais, on présumait que c'était pour être une catastrophe. Finalement, ça a quand même bien été. Ça a été un choc pour tout le monde. Mais je te dirais que c'est la première fois de ma vie entrepreneuriale que je prenais une décision basée sur moi. Ce que moi, j'avais envie de faire, tu sais. Ce que moi, j'avais envie de vivre, ce que moi, j'avais envie de subir et de ne plus subir. Parce que par le passé, c'était tout le temps, on fait ce qu'il faut. Tu sais, l'espèce d'âme entrepreneuriale de dire, on met le gaz dans le fond, on va défoncer toutes les murs, tout le kit. Là, j'étais tanné. J'étais comme, OK, ça me convient plus. Tu sais, j'ai atteint le maximum de ma tolérance au risque. Je veux aller vers quelque chose d'autre. Surtout que je voyais que ce quelque chose d'autre-là était payant, était intéressant et était stimulant. Fait que là, tu sais, tu pèses le pour et le contre, t'es comme on dirait que la décision est plus facile. Ouais, c'est tantôt tu parlais que tu l'as fait par passion quand tu as commencé à faire ton livre sur Donjons et Dragons, justement 300 pages, tu avais quand même mis beaucoup de temps là-dessus. Puis je pense que là, c'est un peu ça que tu recommençais à faire en allant vers la formation avec la technique Moneyball, c'est de te rapprocher de la passion, de te rapprocher de ce qui te donnait le goût de te lever le matin, de ce qui t'animait, ce qui te mettait l'étoile dans les yeux quand tu travaillais. Puis c'est une notion importante pour un entrepreneur, je pense, parce que c'est ça qui nous permet de continuer de faire tomber des portes puis make shit happen ultimement. Là. Être entrepreneur, là, c'est tellement glamour, entre parenthèses, là, ces médias sociaux, mais tu sais, dans la vraie vie, là, on fait juste éteindre des feux aussi et gérer des urgences. Quand tu as une équipe, là, tu fais la job que personne n'a dans sa description de tâche / que ça y tente de faire. Là. 100%. C'est le toute autre tâche connexe. Toute autre tâche connexe, ça tombe dans ta cour. Mais c'est impossible que tu puisses faire ça à long terme si t'as pas de fun dans ce que tu fais. C'est impossible. Puis même si c'est payant, même si tu fais de l'argent au final, mais que tu t'emmerdes, tu vas te brûler. Ouais. Puis moi, c'était exactement là que j'étais rendu. J'avais plus de fun. On en parlait tantôt en pré-entrevue. J'étais rendu que je passais des 12 heures dans mon bureau à gérer des fichiers Excel, des projets, faire des factures, conciliation, administration, puis tout le kit. Puis je suis comme,
Man, moi, j'étais un vendeur, j'étais un conférencier, j'étais un formateur, j'étais enfermé dans mon bureau du matin au soir. Je rentrais à mon bureau. Souvent, là, je rentrais à mon bureau le matin vers 6h, 6h30, il faisait noir. Puis je partais du bureau, il faisait noir. C'est comme, man, c'est... Il n'y a pas de fun, là? Non, ça, puis dur. comme on parlait tantôt, justement aussi, c'est un peu t'as atteint ton propre principe de Peter, là, dans le sens où t'as atteint la job que ça te tente le moins de faire parce que, ben, toi, à base, justement, t'aimes ça, aider les clients à régler leurs problèmes, t'aimes ça, là, aider les clients à mieux cerner leurs médias sociaux, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Puis là, tu te retrouves que tu délègues ça à des gens qui, potentiellement, sont peut-être moins expérimentés, ont moins de fun à faire ça que toi. Que c'était ça, toi, ta raison d'être. Puis finalement, ben, tu fais juste les bouts qui te tentent pas de faire. Non, tu fais juste de la merde. Tu fais juste de la merde. Non, mais pas nécessairement. Ça dépend. Tu sais, c'est parce que ça dépend. Mettons que. Puis c'est quelque chose que j'avais vu quand je me suis questionné là-dessus. Puis j'étais comme, comment ça, j'ai de la misère de même? Puis je trouve ça tough. Puis tu sais, je veux dire, j'ai pas de fun et tout. J'ai fait le tour des différentes agences de marketing puis de branding qu'il y a un peu partout au Québec. Puis je vous le dis, là, vous ferez le tour, là, vous essayerez de trouver une agence de branding ou une agence de marketing qui a un seul propriétaire. Dans 95% des cas, sont 2, sont 3. Puis là, t'en as un qui est directeur général, qui est un comptable. Puis t'as l'autre qui est directeur artistique. Ouais. Lui, c'est ça. Parce que t'as les deux. Fait que moi, c'était... OK, à 9h, on a une rencontre de brainstorm pour un client. Après ça, 10h, on fait de la comptabilité. Après ça, 11h, kick-off avec un client. Après ça, midi, pitch de vente. Après ça, 13h, c'est gestion de projet. Puis là, t'es comme... C'est tout le temps côté gauche, côté droit, côté gauche. Puis... T'assures deux rôles en même temps, là, quasiment. Là, t'as le rôle gestion, puis t'as le rôle, mettons, stratège principal, si on veut. Là, c'est ça, mais moi, gestionnaire, je suis pas bon gestionnaire. J'aime pas ça, être gestionnaire. Puis quand tu disais le principe de Peter... Je pense que c'est surtout que t'aimes pas ça, là. Oh, ouais, parce que tu dis... Parce que sinon, tu sais, je pense que t'es un gars allumé, je suis capable de le mais au bout du compte, c'est pas ça qui t'intéressait, là. Je suis capable de le faire, mais tu sais, mettons, là, je vais vous donner le meilleur exemple, tu sais, juste pour... Tu sais, mettons, quand on faisait un pitch de vente, là, quand il fallait qu'on fasse une soumission pour un client, là, moi, ma soumission pour un client, là, c'était une feuille blanche avec des dessins. Là. Je sortais ma feuille blanche, puis j'étais comme, OK, on va faire ça, on va faire ça. Ah, ça coûte ça, ça coûte ça. Puis là, t'avais un asti de barbouillis, mon gars. Là. Puis là, je donnais ça à mon adjoint, puis j'étais comme ça, c'est la cote qu'on fait au client. Puis là, j'étais comme, mais tu l'as vendu. Puis le pire... Puis c'est clair, parce que c'est toi qui vas le faire. Ben, c'est mon équipe qui va le faire, puis oui, mais moi, j'étais capable de prendre ça, puis de le rendre rentable, puis de le rendre... Puis là, c'est à partir du moment que ça a commencé à rentrer de la procédure, puis du calcul d'heures, puis du ci, puis ça. Parce que moi, au départ, quand j'ai commencé Agence Mobux, le modèle était écœurant. Moi, je travaillais avec des sous-traitants, puis là, je pognais un mandat, puis je disais, bon, le mandat, on va te le faire, va te coûter 5 000. OK? 5 000. Le client comme 5 000, parfait, voici ce qu'on va livrer. Là, après ça, je parlais à Alex. Là, hey, Alex, un contrat pour toi, 2 500. Ça te tente-tu? Puis là, il est comme, oui, ça me tente. C'est quoi que t'as à faire? C'est ça que t'as à faire. T'es-tu d'accord? Oui, parfait. On se sent la main, on signe le contrat. Lui, il fait 2005, il est content. Moi, je fais 2005, content. Le client, il a payé 5 000, il est content. Là, après ça, qu'Alex, il prenne 5 heures, 10 heures, 30 heures, 40 heures, 1000 heures pour le faire. C'est pas ton problème. La seule affaire que je demandais, c'est un standard de qualité. Fait qu'il respecte le devis, puis je veux que ça respecte les échéanciers. Fait que t'as ça à faire pour telle date. Prends le temps que tu veux. Mais là, éventuellement, parce que la société dit que quand ta business a grossi, ben, elle va de mieux en mieux, il faut que tu grossisses. Ben là, t'es quand hey, là, ça nous prend une plus grosse structure, puis ça nous prend un bureau, puis là, finalement, c'est plus des sous-traitants, ça nous prend des employés, parce que les employés, tu sais, les sous-traitants coûtent plus cher à l'heure, mais les employés coûtent moins cher à l'heure. Ouais, mais les employés, il faut que tu les payes à l'année, contrat, pas contrat. Ouais, tu as une imputabilité. L'employé, s'il fuck up, tu n'as pas de recours. Là, tu peux pas... Tandis que le sous-traitant qui accepte ta job à 2500, c'est son problème s'il prend 3 semaines à le faire ou 2 heures. Là, s'il l'a mal coté puis il l'a accepté puis que ça lui prend 200 heures, c'est de dire, ben, Chris, je veux dire, on s'entend que c'est jamais arrivé. Mais tu sais, c'est là que... Puis tu sais, je dis que la société nous demande ça. Ben honnêtement, avec le recul, les boys, je vais vous le dire, il y avait de l'ego aussi là-dedans. Ben oui, je voulais une business, je voulais un bureau dans le Vieux-Belleuil, je voulais bien des employés puis tout le kit. Il y a un petit défi là-dedans aussi, là, j'imagine, personnel, de dire je vais monter quelque chose. T'sais. Ben, c'est beaucoup basé sur la perception que les autres vont avoir.
Parce que tu sais, t'es comme, hey, puis ta business, ça va comment? Ah ouais, là, on est rendu 10, on a des gros clients, puis tout le kit. Tu sais, c'est des vanity metrics, là. Tu sais, qu'on était beaucoup dans. Ouais. C'est ma business grossit. Puis avec le temps, ce que j'ai réalisé, c'est que plus ma business grossissait, moins je faisais d'argent. Ben c'est souvent ça. Tu vois, des 5 à 7 de réseautage, ou peu importe, tout le temps, ah, vous êtes combien? C'est tout le temps ça la question. Moi, c'est drôle, quand je vais dans des activités de réseautage, maintenant, ce que je fais, c'est que je rencontre le monde puis je dis, es-tu heureux? C'est la question que j'aime poser. Ouais. Le monde sont comme, hein? Es-tu heureux? 10 employés. Non, c'était pas ça ma question. Puis, hey, mais je te conte une anecdote là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment drôle. J'étais allé dans un événement de Alias Entrepreneur. Ouais. OK? Juste avant Noël 2023, je pense. Puis, la business était tough, tout le kit, contexte économique. Tu sais, ça a été tough pour tout le monde. Fait que moi, j'arrive à l'activité, puis là, il y a réseautage, il y a 4-5 personnes qui sont en rond, puis ça parle. Puis là, ah ouais, tu sais, les clients, puis bababa, puis là, ça se fait à la gueule, puis tout le kit. Puis là, ça arrive à moi. Puis il dit, comment ça va, tu sais, toi, ta business? Puis je dis, honnêtement, c'est la crise de merde. Les clients payent pas, on a de la misère à trouver des clients. Les clients sont hyper exigeants, ils veulent plus, puis ils veulent payer moins. Puis je dis, c'est vraiment tough. Et man, à partir du moment que j'ai dit ça, l'autre à côté, tu sais, comme, ouais, moi aussi, là, on a vraiment une baisse de chiffre d'affaires. Puis là, la discussion a complètement spiné de dire, OK, finalement, tout le monde est dans la merde, là. Mais quand on se parlait, juste avant que j'arrive, tout le monde est ça va super bien. C'était beau, puis... c'est magnifique. On dirait qu'il y a un standard qu'il faut que ça aille bien. Ah ouais. Tu sais, c'est les gens... on dirait que... Je sais pas si c'est un standard de visibilité ou si c'est juste l'entrepreneur qui se sent mal de dire, je pense que c'est un mélange des deux. C'est de la honte. Mais ouais, c'est de la honte. Mais, ouais, mais je pense que oui. Tu sais, nous autres, mettons, l'année passée, on a eu une année plus difficile. Puis, tu sais, on était assez transparents. On parlait à du monde. C'est comme, ouais, cette année, c'est plus ordinaire. Puis, on dirait qu'aussitôt que ça déborde la porte à, ah, ouais, nous autres, c'est pas. Ouais. Tu sais, puis. Et avant ça va bien, là. Ah non, ça va bien, nous autres, ça va bien, là. C'est la vulnérabilité amène la vulnérabilité. Ah ouais. Ben, 100%, mais c'est qu'on dirait que, tu sais, nous autres, on veut pas, c'est notre première business, là. Ça va faire 6 ans. Puis, tu sais, on dirait que tant que ça va bien, on dirait que tu te rends pas compte que ça peut aller mal. Puis, on dirait que tu sais pas quoi faire quand ça va mal. On dirait que t'as comme tout le temps la présomption que si ça va mal, c'est parce que t'es pas bon, c'est parce que, tu sais, tandis que tu te rends compte que, vu que tout le monde dit tout le temps ça va bien au grand public, ben, t'as l'impression que si ça va mal, c'est juste toi. Mais quand tu creuses un peu, là, puis tu te mets vulnérable avec les autres, tout le monde va dire, ah ouais, moi, il m'est arrivé la même affaire. Moi, il m'est arrivé la même affaire. Tu sais, c'est parce que, puis ça, tu vois, c'est aussi avec les médias sociaux. Tu sais, quelqu'un qui va signer un gros contrat, il va faire une belle story sur un beau post LinkedIn. Hey, on a signé un beau contrat. Quelqu'un qui perd un contrat de 100 000 puis qui est obligé de crisser 3 employés dehors, là, il fera pas une story pour dire j'ai perdu 100 000 puis je crisse 3 employés dehors. Puis une entreprise qui fait faillite, elle va pas dire hey guys, je voulais vous annoncer de quoi. Tu sais, hey, je fais un live ce soir pour annoncer ma faillite. Il y a le gars de Barbecue Québec qui l'avait fait il y a pas si longtemps. OK. Il a fait une vidéo où est-ce qu'il avait dit OK guys, on ferme tout là. On n'est plus capable. C'est fini. Puis il y avait eu un mouvement de solidarité incroyable. Ça commence à changer tranquillement. Ouais. Il y a Antoine Vandram que tu as eu sur ton podcast, qu'on a eu nous autres sur le podcast, qui a fait les entrevues, on redresse ça, puis il l'a eu. Là, il a fait une vidéo récemment, il était rentable dans sa dernière année financière. Le podcast, on redresse ça aussi. Oui, on partit le podcast. Puis tu sais, ça vaut la peine. Moi je suis organisateur maintenant des Fucked Up Night Belleuil. Ouais. Je suis allé chercher ma franchise pour... On fait des conférences, puis on parle de nos échecs. OK? C'est 3 conférenciers qui sont là à tous les événements, puis tu as 10 minutes pour parler de ton plus gros échec, puis tu y vas, puis là, au début, j'étais comme, la première fois que je le fais, je parle de mon échec, tout le kit, OK, good, ça va bien. Puis là, je niaisais, tu sais, je sais pas si j'y allais par ordre monétaire, combien ça coûtait, ou par ordre chronologique, ou par, tu sais, je faisais parce que des échecs, est-ce que j'en ai? Puis quand j'ai fini, je me disais, je vais l'essayer, tu sais, de faire l'événement, puis après ça, à tous les événements, tous les 3 mois, il faut que je trouve des conférenciers. Man, j'ai une liste de genre 15-20 personnes qui m'ont proposé leur nom puis qui disent hey, moi, je veux venir raconter mon échec. Attends, les Fucked Up Night. Ouais. Fuck Up Night? Fuck Up Night. Fuck Up Night. The Day I Fuck Up. OK. Ça, c'est... C'est un événement qui a été créé au Mexique. Donc, c'est une gang de chums sans brosse qui disait si les conférences qu'on a tout le temps, c'est tout le temps des conférences sur ah, moi, j'ai réussi puis j'ai fait des milliards. Il dit pourquoi qu'on n'entend pas les histoires de monde qui se sont plantés? Fait que là, ils ont décidé de partir des événements Fuck Up Night à Mexico City. Puis là, on commençait à vendre des franchises. Puis aujourd'hui, c'est genre dans 60 quelques pays, 250 villes. Fait que c'est comme une bannière d'événements. Ouais, moi, je l'ai acheté. Moi, j'ai acheté la franchise pour avoir la bannière parce que je trouvais ça plus le fun. Là. Ils ont déjà tout le branding et tout ça. Puis, tu sais, il y en a
Il y en a à Belleuil, il y en a à Montréal, il y en a à Gatineau, il y en a à, je pense qu'ils viennent d'en avoir un à Victoriaville, puis il y en a partout dans le monde. Fait que tu pourrais aller, mettons, en France, puis tu pourrais dire, hey, il y a un Fuck Up Night à Paris, puis tu pourrais y aller, puis te pointer. Fait que moi, ça a été ça aussi dans mon processus de fermeture du département, puis de transition. Moi, j'ai décidé que j'étais pour être authentique sur les médias sociaux, puis que j'étais pour en parler de ça. Ouais. Plutôt que de dire, je vais faire comme si tout allait bien, puis tout le kit, là. Parce qu'au final, je veux dire, ça va bien parce que physiquement, mentalement, passionnément, là, c'est un mot qui n'existe pas, mais j'ai l'impression. Non, je pense que c'était correct. Mais tu sais, j'ai retrouvé la flamme que je n'avais plus. T'sais. Fait que ça, pour ça, c'est un super de gros gain. Mais j'ai décidé d'en parler pareil, de dire, Clem, ça se peut que ta business aille mal, puis ça se peut que ta business aille bien, puis que toi, t'ailles mal. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, c'est pas, les deux sont interreliés. Ouais. Puis les mouvements, les réponses que j'ai par rapport à ça, puis ça revient à ce que tu disais tantôt. Les gens, ils vont pas si bien qu'on pense, puis les business vont pas si bien qu'on pense. Plus t'en parles, plus tu commences à voir que les gens autour, ils ont de la misère aussi. Ben, c'est ce que tu dis aussi, c'est que tu vois, on dirait, tu vois juste les succès. Parce que les gens montrent pas les échecs. Fait que tu sais, t'as comme un survivorship bias, là, tu sais, où ce que, ben, t'es comme, où tu vois des modèles, tu te dis, hey, on devrait faire comme eux parce que ça va bien, mais tu vois pas nécessairement tout ce qui a mal été. Avant aussi, il y a l'apprentissage. Nous autres, mettons, à l'interne, là, on est une business de 100% service. On n'a pas de produit. Mais à l'interne, on a souvent le débat de OK, on se lance-tu un produit? Parce que tous les conseillers en développement économique au monde nous disent de se développer un produit. Tu l'as peut-être vécu en ayant une agence de service aussi. Fait que là, la question revient souvent quand on parle stratégie puis tout ça. Puis à chaque fois, les arguments, c'est ouais, mais une business de service, c'est fait ça comme rendement. Mais l'affaire, c'est que tu vois pas tous ceux qui font rien, là, qui perdent de l'argent, qui passent 2 ans à développer un produit puis que finalement, ça donne fuck all. Mais tu regardes des beaux modèles comme Gsoft, des beaux modèles comme Devolution qui nous prêtent leur studio aujourd'hui. Tu vois ça et t'es comme, hey, wow, c'est incroyable. Avec un produit niche, je peux générer du revenu récurrent facilement. Oui. Mais tu vois pas tous les échecs. C'est la même affaire que les influenceurs qui ont du succès sur les médias sociaux. Là, pour chaque influenceur qui fait des millions de dollars ou un YouTuber qui fait des millions de dollars, il y en a combien qui font pas une scène et qui se sont plantés? Mais ça, tu les vois pas. C'est ça. Mais c'est ça, on les voit pas. Fait que, tu sais, il y a pas... Moi, je tout à dit, il n'y a pas de formule magique là, pour partir une business, puis il n'y a pas une recette. Tu sais, si tu veux faire du service, tu peux faire du service pour faire de l'argent, tu peux faire du service pour faire de l'argent, tu peux faire un produit pour faire de l'argent, tu peux faire un mélange des deux. Fait qu'il n'y a pas de solution ultime. Moi, quand j'avais eu ma compagnie de commerce international, puis que je l'ai fermée, moi, c'était un des enjeux, puis c'est ce que j'ai dit à la mère de mes enfants. J'ai dit, jamais je vais me repartir une business dans le service. Jamais. Fait que là, j'ai reparti une business dans le service. Puis pour moi, c'est facile. Puis tu sais, on en parlait tantôt en pré-entrevue, c'est que le gros avantage que tu as du service, c'est que plus tu vas chercher du knowledge, plus tu vas chercher de l'expertise, plus la valeur de ton service, ça vaut cher. Fait que là, ça fait que tu es capable de vendre tes heures très, très cher et là, tu as besoin de travailler moins pour faire des mêmes revenus. Mais à l'inverse, le désavantage que tu as, c'est que si tu vends 0 heure et que tu fais 0 heure, ben tu fais 0 revenu. Fait que, tu sais, il y a comme toujours un avantage, désavantage à tout. Puis c'est là que je reviens à ce qu'Alex disait. Moi, j'ai pris la décision de partir, de fermer mon agence et de partir à mon compte parce que c'est ça qui me faisait triper. C'est ça que j'avais le goût. Puis là, des fois, tu commences à mettre des comment je te dis? Tu commences à mettre un peu de logique là-dedans ou de dire, OK, là, je fais ça, c'est le fun, mais ça me prendrait un produit. J'ai fait la même crise de réflexion que toi, là, de dire, ça prendrait un produit parce que c'est juste des heures, puis j'aimerais ça. Mais ultimement, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Il faut peut-être y aller de façon naturelle puis organique, de dire, ça va bien. Puis s'il y a un produit qui est arrivé, le produit va arriver sans avoir à le forcer.
Ça, t'en parlais dans ton questionnaire aussi. Je pense que le produit, autant, mettons, dans l'industrie manufacturière que dans l'industrie du logiciel, d'avoir un produit, quelque chose de packageable, c'est ça un peu l'espèce de chemin prédéfini vers le succès que les gens ont l'impression que c'est ça. Parce que pourquoi? Parce que si tu as du capital, tu as des grosses capitalisations, ça demande d'investissement pour partir. C'est comme l'espèce de chemin tracé, mais dans les faits, ça, c'est même toi qui te disais, on s'en calisse du chemin tracé. C'est pas important, fais-le ton chemin. Ben oui, je pense 100%. que c'est toi qui l'avais dit, puis je trouve que tu as crissement raison. C'est parce que souvent, les gens qui disent ça, c'est des gens qui voudraient investir dans ta business ou c'est des gens qui veulent un retour sur investissement. Mais au final, ça dépend pourquoi tu fais ça. Est-ce que tu fais une business pour... si tu dis, hey, moi, je pars une business, puis mon but, là, c'est de la vendre 20 millions dans 5 ans. Ben c'est sûr que tu n'auras pas le même chemin que quelqu'un comme toi, mettons, qui dit juste, hey, je trippe à faire ça, je trippe à vendre mon service, à aider les gens en leur offrant mon service, puis je vais être bien payé pour le faire, je veux bien en vivre, je veux monter de quoi de cool, mais je suis pas là pour vendre dans 5 ans. Je pense qu'elle est là la nuance. Oui, mais puis je pense que ça revient encore au fil conducteur d'Alex, c'est de dire, c'est quoi qui te fait tripper? Ouais. Si ton objectif, c'est de bâtir une business avec un exit, ben, puis c'est ça qui te fait tripper, fais-le, man. Mais encore là, il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est drôle parce que moi, j'aime l'argent, mais j'ai aucun respect pour l'argent. Je sais pas si vous comprenez la nuance. Je comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que j'aime l'argent, j'en ai besoin dans ma vie, tout le kit, mais j'ai pas de respect pour elle parce qu'elle contrôlera pas ma vie. C'est ça que je veux dire. Okay. C'est dire, moi, je vais pas prendre des décisions basées sur combien de cash je vais faire. Je vais vouloir faire de l'argent, mais moi, je me fais proposer un mandat de « Hey, Marco, t'as $1 million pour aller partir pendant 3 ans de temps au Burkina Faso, man, pour aller faire... Puis là, tu verras plus ta blonde, tu verras plus tes enfants, puis tout le kit. » Je suis comme « Non. » Mais il y a du monde qui dirait « Man, c'est $1 million, là. Je m'en vais là-bas, loger, nourri, puis tout le kit, j'ai le cash, puis tout. » Moi, il y a... L'argent n'achète pas tout. Puis moi, j'ai toujours voulu faire de l'argent pour pouvoir profiter de la vie. Pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Ben, c'est ça, je dis des fois, là, mais l'argent, c'est du gaz. Je savais qu'elle est là. L'argent, c'est du gaz, là. C'est comme, mettons, tu veux faire un road trip, ton but, c'est pas d'avoir du gaz, c'est d'aller à des places. Là, j'adore ça, man. J'adore. L'argent, c'est la même affaire. C'est sûr que je la vole. C'est sûr que je la vole. C'est exactement ça. Moi, de l'argent, je travaille dans quelque chose qui me passionne, sauf que, tu sais, ton gaz, tu peux-tu le gagner en ayant du fun? C'est un peu ça, tu sais. J'ai de l'argent qui m'achète du gaz, met du gaz dans le char, puis après ça, je pars. Tu sais, c'est ça. Puis là, tu sais, j'ai écrit mon livre sur les médias sociaux qui était encore une fois un projet qui n'était pas le but de ça. Là, en ce moment, faites juste penser, les boys. Moi, je travaille de la maison, OK? J'ai plus de loyer, j'ai plus d'employés, fait que j'ai pratiquement plus de dépenses. Puis, mon gars de 13 ans travaille avec moi. Il me fait du montage vidéo. Mon gars de 18 ans travaille avec moi. Il fait de la programmation de pause, puis il fait de la prospection pour des mandats. Fait que, je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux dire, pour moi, c'est trippant raide, là. Je veux dire, je travaille avec mes kids. J'ai du fun, je travaille de la maison, j'ai une super de belle flexibilité, j'ai plein, tu sais. Puis, ironiquement, je fais plus de bénéfices que j'en faisais avant. Je fais pas plus de chiffre d'affaires, mais je fais plus de bénéfices parce qu'au final, ce qui est important, c'est le bottom line. On n'en parle pas assez, ça, je trouve. Non, qu'est-ce que non, on n'en parle pas assez? On parle tristement de nos revenus, notre chiffre d'affaires, puis d'avoir des gros chiffres d'affaires, mais ce qui est important, c'est le bottom line, puis c'est ce qui reste à la fin, puis c'est combien tu payes le capital de ta business. 5 à 7, tu rencontres quelqu'un, combien d'employés, c'est quoi ton chiffre d'affaires? Ouais. C'est quoi tes prochains clients, c'est quoi tes... C'est quoi les logos? Sauf qu'en même temps, ici au Québec, on est, tu sais, je l'ai tout le temps dit, moi le répéter, tu sais, je veux dire, on a une relation avec l'argent qui est très, très malsaine. Là. Ah ouais. T'sais, moi, je le dis toujours à mes gars, vous allez voir les boys dans la vie, il y a 2 catégories de gens que les Québécois ils détestent. Savez-vous c'est quoi? Les winners et les losers. Fait que ceux qui perdent, là, qui veillent vos crochets de la société, les CBS, là, eux autres, on veut pas en entendre parler. Puis les winners qui font trop d'argent puis qui roulent tout le kit, eux autres, c'est des crosseurs. Fait qu'il faut juste que tu sois dans le milieu. Fais pas trop de vagues. Gagne ton salaire, mets-toi de l'argent de côté dans tes REER, tout le kit, ferme ta gueule, tu sors ben aller. Ça, c'est le Là, ça commence à changer, la nouvelle génération, mais ça a toujours été de même. Si tu fais trop de succès, tu te fais juger. Ouais. Aux les gens jaloux sont méchants. Hein? Ben oui, aussi, oui. Là, aux États-Unis, là, je le disais tout le temps, là, vous autres, là, vous en avez rencontré un client ici, là, puis vous arrivez chez le client, vous êtes en Ferrari, là, vous perdez le mandat dans le parking. Il est perdu. Là. Le client, il vous regarde aller, ils font comme tabarnak.
Ah, il doit en casser du monde dans une semaine pour être capable. Il y a déjà un client potentiel qui est arrivé au bureau en Ferrari. Là. Ça, Ben ça, si le client potentiel veut vous donner de l'argent, ça, c'est bien correct. Mais tu sais, tu comprends? C'est un drôle de message. Mais tu sais, t'arrives, puis t'arrives en Ferrari, puis là, le monde sont comme Chris. Là, ils regardent ta soumission, puis comme Chris, c'est sûr que c'est qu'il demande cher de même, il y a une Ferrari. Ouais, mais je peux-tu faire de l'argent? Tu sais, j'ai-tu le droit? Aux États-Unis, complètement le contrat. T'arrives en Ferrari, ils font comme oh shit, lui il doit être bon s'il peut se payer une Ferrari. Je dis pas qu'un est mieux que l'autre, là, parce que tu sais, il peut avoir sa Ferrari à des excès crédit. aussi, là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a une notion la notion d'argent est très difficile à gérer au Québec parce que t'as de la difficulté à dire aux gens que tu fais de l'argent parce que là, les gens, ils vont te juger. Puis, quand t'es à ton compte puis t'en fais pas, ben, le monde va le juger aussi. Parce qu'ils vont te dire ouais, mais tu pourrais aller t'en chercher un autre job, là. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé d'être à ton compte. Tu pourrais te trouver une vraie job. Tu sais, moi, c'est ce que je me faisais dire quand j'étais plus jeune, là, tu sais. À dire OK, mais je peux-tu avoir le goût d'être entrepreneur? J'ai-tu le goût d'être à mon compte? J'ai-tu le goût de prendre le risque? Ouais, mais comme tu prends le risque, on veut pas t'entendre chialer quand ça va pas bien. Fait que c'est là qu'il y a un enjeu. Fait que c'est ce que ça fait, c'est que les entrepreneurs ferment le gueule, parlent pas de leurs revenus, ils parlent pas de leurs problèmes et tout. Fait qu'ils se disent 10 employés, j'ai un bureau dans le Vieux-Belleuil, puis that's it. Puis là, au pays, ils vont dire leur chiffre d'affaires. On s'enligne pour... Ça, c'est la phrase qui me fait rire, ça. On s'enligne pour un chiffre d'affaires, pour une croissance de 300% cette année. C'est comme, tu sais, chiffre qui veut absolument rien dire. On va te ballparker quelque chose. Ouais, c'est ça. On va ballparker avec un pourcentage. Puis là, on dit, c'est intéressant, tu sais. Ouais. Fait que... C'est ça. Fait que, c'est quelque chose avec lequel j'ai bien de la misère. Moi, j'en parle ouvertement, là, de les bénéfices, les dettes, le ci, le ça. Puis, ça fait partie de la réalité de la vie. Puis si les gens sont pas prêts à parler de ça, ben c'est pas des gens avec qui j'ai envie de parler, honnêtement. Parce que on va faire quoi? On va se flatter de l'ego, puis that's it. Dans les faits, l'entrepreneuriat, c'est une job qui est stressante aussi. Là. C'est juste par défaut, ça... tu ressens des niveaux de stress parce qu'il y a tellement de variables qui bougent en même temps que tu contrôles pas. Là. Tu sais, oui, des ventes, mettons, il y a un contexte économique. Fait que tu peux faire des ventes en malade une année, puis l'année d'après, parce que pour des raisons comme des taux d'intérêt, par exemple, quelque chose de même, les ventes sont plus là. Ouais, dans le service, entre autres. Puis après ça, il y a certains secteurs économiques, si tu es surexposé dans ce secteur économique-là, il y a des tarifs de 25% qui arrivent, mettons. Ah ouais? C'est quoi cette histoire-là? Puis là tu as des problèmes de cash flow 3 mois plus tard. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Puis, tu sais, je veux dire, tu continues ta petite business, tu as géré tes équipes, tu as fait ce que tu avais à faire. Puis ta business peut quand même tomber à plat tout seul. Tout va bien, là, t'as un employé qui fait du trouble, fait que là, t'as des RH à gérer. Il y a jamais. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps pas bien. Mais puis t'as-tu vu, c'est là que justement j'ai compris ce bout-là, puis que ça m'a pris du temps à le comprendre, c'est de dire plus ton bateau il est gros, plus il coule vite. On s'entend. Ouais, t'as une grosse masse salariale. C'est ça, tu as ta grosse masse salariale de dire, moi, mon entreprise, puis je m'en sac de parler de chiffres, là, moi, dans l'entreprise, vers la fin, là, moi, j'avais 65 000 de dépenses mensuelles en prenant les charges salariales, le cible, ça. Fait que moi, le premier du mois, il commençait, c'était moins 65. Fait que là, il faut que tu rentres 65 pour arriver à zéro. Ouais, sur tes frais variables. Ben non, mais tu sais, je veux dire, à zéro, là, tu sais, j'ai payé le loyer, payé les employés, payé ci, payé ça. Puis là, après ça, ben là, je vais peut-être pouvoir me payer dans le processus, tu sais. Mais là, après ça, tu te dis, OK, je génère de l'argent. Mais au final, là, il sort. Mais la journée, là, que t'as un bureau chez vous, t'as plus d'employés, t'as plus ci, t'as plus ça, ben tu signes un mandat, t'es comme, revenu, dépenses, mon cellulaire. Mais Chris, ça reste que c'est du bénéfice, tu sais. Fait que, c'est là des fois que j'ai de la misère, que les gens, ils vont vouloir tellement grossir pour grossir et non devenir plus rentable ou plus productif. C'est-à-dire, on va grossir. OK, fine. Mais pourquoi? Moi, j'ai pas envie de grossir. Ben, tu sais, je veux dire... Non, mais t'es en shape, là, ça va bien. J'ai pas envie de croître. J'ai pas envie de gérer des employés. J'ai pas envie d'avoir une grosse business. Moi, ce que j'ai envie, là... Moi, je fais des cohortes de marketing, je fais des formations en ligne, tout le kit. Puis, je l'ai vécu au mois de novembre l'année passée, qui était absolument magnifique. J'ai donné une formation en direct du Costa Rica, man. J'étais parti avec ma blonde pendant une semaine. On est parti pendant 9 jours. J'étais parti au Costa Rica, puis j'avais un groupe de coaching qu'il fallait que je forme. Fait que Christy, le soir, je me suis installé dans le condo avec mon laptop. J'ai donné mon cours, tout le kit. Le cours a fini, puis j'ai comme fait...
Mais c'est donc bien magnifique ce qui vient de se passer là. Je suis au Costa Rica et je suis en train de générer des revenus en donnant du savoir. Ce que tu peux pas faire quand tu as une grosse business puis que tu as des employés, des programmeurs, des cibles, des ça. Tu peux pas dire, hey guys, moi je m'en vais pendant 2 semaines puis vous vous occuperez de tout ça. Arrangez-vous. C'est ça, ouais, arrangez-vous, on va s'arranger. Ça, tu réglerais un problème en revenant. Ça fait qu'on parlait un peu plus tôt de struggle puis de difficultés en entrepreneuriat. Puis quand tu y penses, une storytelling en général, c'est une bonne histoire. T'as toujours un moment dans lequel le personnage principal, il vit des difficultés, il se questionne, il trouve pas la solution, comment défaire l'antagoniste, si on veut. Là. Fait qu'on dirait que dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, un peu dans l'histoire entrepreneuriale, de voir c'est où que le bas blessait, c'est où t'en arraches, c'est où que c'est fucking dur. Puis après ça, surtout quand tu trouves une manière de comme te retrouver à travers cette histoire-là. Fait que je trouve ton histoire vraiment inspirante. Là. Je trouve ça le fun au bout. Ben, moi, c'est exactement pour ça que j'ai des échecs. C'est juste pour raconter des histoires dans l'autre. On connaît peut-être quelqu'un qui est vraiment ça, se mettre dans la marde, mettons. Ouais, c'est ça. C'est souvent des bons compteurs, ces gens-là. Moi, j'aime ça. J'aime tellement ça, justement. J'aime ça attirer l'attention. Fait que je me dis, va me crisser dans la marde, aussi, que le monde. Non, mais c'est que. Moi, ce qui était. Puis je suis d'accord avec toi, puis c'est le fun de faire du storytelling. La seule affaire, moi encore une fois, je vous parlais d'authenticité et tout le kit. Puis moi, j'aime ça raconter mes histoires de struggle parce que je vois que les gens, ils relate, puis que les gens, ils trouvent ça important. Ça leur fait du bien, puis qu'ils réalisent qu'ils sont pas tout le temps. Où est-ce que j'ai de la misère maintenant? C'est que je trouve qu'il y a tellement de monde qui maintenant font du storytelling, mais stagé. Tu sais, de dire. J'avais une entreprise, mon entreprise maintenant, et là, mais j'ai repris le succès et tout. Et je vais te montrer la technique ultime pour être capable de le faire avec cette formation à 997 $. C'est comme, si tu peux juste raconter une histoire pour raconter une histoire, tu sais. Fait que, mais moi, j'adore le storytelling. J'en ai fait un, là, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. J'ai raconté une histoire de vulnérabilité qui était hyper le fun. Ça faisait 6 ans que j'avais arrêté de boire. Parce que là, vous voyez que j'ai de la sans-alcool depuis 6 ans que j'ai arrêté de boire. Puis j'ai fait un post sur Facebook pour dire, j'ai arrêté de boire 6 ans, puis tout le kit. Et j'ai décidé de mettre ce post-là sur LinkedIn. J'ai dit, je vais le partager sur LinkedIn parce que moi, je trouvais ça important de parler de sobriété, mais sobriété et santé mentale de l'entrepreneur. Parce que moi, je consommais de l'alcool comme de l'automédication pour descendre mon stress, mon anxiété, comme ben des entrepreneurs qui font juste pas se l'avouer. Mon post sur LinkedIn a éclaté, mon gars, là. J'avais genre 3000 likes, 500 000 impressions, 100 quelques partages, puis tout. C'est le post qui a le plus marché, puis tout. Puis là, je parlais de vulnérabilité puis de sobriété sur un LinkedIn qui était professionnel. Mais les gens, ils ont tellement relate, puis il y avait un storytelling. Puis à la fin, ben, je vendais ma formation sur la sobriété. Non, c'est pas Une formation sur la sobriété. Ouais, c'est pas les A. C'est un programme. Ne bois pas. Donne des jetons quand ça fait assez de jours. Mais je suis d'accord avec toi. Le storytelling, puis d'y aller, puis de raconter l'histoire et tout. Puis tu sais, un qui est excellent là-dedans, c'est Dominique Gagnon. Dominique Gagnon de Connect & Go, puis qui a écrit le livre Si l'entrepreneuriat rendait fou. Il l'a sur son bureau au moment où on se parle de ce livre. Moi, je l'ai eu en podcast. Il est venu à mon podcast, puis on a parlé de ça. Puis, man, ça a été un podcast tellement, mais tellement deep et intense, là, parce qu'on est allé dans... On a parlé de ces idées noires qu'il y avait eu quand sa compagnie plantait, puis tout le kit. C'était fou. Puis ça a été un des podcasts qui a le mieux marché, parce que le monde, il disait... C'est le fun d'avoir du monde qui sont capables de mettre leur trip sur la table, tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant. Parce que je l'ai vu en conférence en avril ou mai l'année passée. Puis c'est ça qu'il disait. Il disait, c'est fou comment l'entrepreneuriat, surtout au Québec, là, c'est peut-être comme ça ailleurs, mais il dit les banques, puis tout le monde est en arrière de toi. Il dit, j'ai gagné entrepreneur de l'année. Je me souviens plus c'était quelle banque, là, mais... peut-être Banque Nationale, ou je me souviens plus laquelle. Mais en tout cas, il dit, j'ai gagné entrepreneur de l'année, puis il dit, 2 ans plus tard, j'étais au compte spéciaux, puis là, il n'y avait rien à faire. Là, c'est plus spécial. Il dit, spéciaux, c'est pas spéciaux comme vous pensez. C'est pas spéciaux spectaculaire. Fait que tu sais, ben, il dit, c'est fou comment on t'encourage quand ça va bien, mais quand ça va mal, arrange-toi. Là, puis souvent, ça aussi, je trouve que c'est un enjeu qu'on a. Puis autant au niveau de l'entrepreneur qu'au niveau parapublic ou gouvernemental, là, c'est que des fois, on a tellement tendance à investir, puis à prêter, puis à donner des fonds dans des entreprises qui ne devraient pas. Mm-hmm. Ouais.
les subventions, tout le kit, là, que tu vas chercher à gauche par droite, tout le kit. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça qui m'a fait redéfinir ma définition de l'entrepreneuriat. Tu sais, je me suis vraiment arrêté, puis j'ai réfléchi, puis être capable de me dire, mais OK, c'est bien beau, là, mais là, j'ai embarqué dans le tourbillon de ton business. Ça grossit, ça te prend des employés, ça te prend des employés, ça te prend un local, ça te prend un local, ça te prend plus de contrats, ça te prend plus de contrats, ça te prend plus d'employés, puis là, t'embarques là-dedans, puis tu finis ta spirale. Puis tu sais, je vous le racontais en pré-entrevue, là. Moi, le wake-up call que j'ai eu de ma blonde, là, ma blonde qui est à son compte, qui est madérothérapeute, on a loué un bureau dans mon bureau. Elle arrive le matin à 8h30, 9h avec son petit chai latte. Elle est comme « Bonjour chérie ». Là, elle fait ses clientes. Elle travaille super fort. Là. C'est vraiment tough là, de la madérothérapie. Elle fait ses clientes. Elle finit à 3h, 3h30. Elle finit à dire « Je vais aller faire un tour à la montagne. Puis après ça, je reviens à la maison. Puis ce matin, j'ai fait mon yoga. » Puis tout le kit. Puis là, t'es comme « Oui, qu'est-ce que je fais, moi? » 12 heures de temps dans mon ordi, sur mon ordi à travailler. Elle travaille moins, mais elle travaille mieux. Puis elle n'a pas beaucoup de dépenses, puis elle a une expertise, puis elle est capable, puis c'est ça que moi, je veux faire. Puis c'est rentable. Moi, c'est ça que c'est ça qui a changé dans mon mindset. C'est de travailler moins, mais travailler mieux. C'est ce que j'enseigne dans la technique Moneyball, puis c'est ce que les AI nous permettent de faire. Fait qu'il y a toute cette notion-là qui est très impopulaire. Parce que tu sais, quelqu'un qui arrive qui dit « Moi, je travaille 3 jours semaine, puis la vie est belle, puis je fais de l'argent. » Le monde va dire « Chris, il est donc bien lâche. » Mais non, j'ai juste bien ficelé mon modèle pour être capable de le faire. T'sais. Mais là, on en parle depuis tantôt. Là, la question me brûle les lèvres. Là. La technique Moneyball. Ouais. C'est quoi ça? La technique Moneyball, c'est une marque déposée. Maintenant, d'ailleurs, je suis content. Qui t'appartient? Oui, qui m'appartient. OK. Fait que la technique Moneyball, c'est... Ben, tu sais, vous avez vu le film Moneyball. Puis je vais faire un résumé bref, là, c'est que en réalité, c'est l'histoire des Aces d'Oakland, baseball majeur, début des années 2000. Ils n'ont pas d'argent, ils rivalisent contre les grandes équipes qui ont 2 fois, 3 fois, 4 fois leur budget. Puis eux autres, ce qu'ils décident de faire, c'est qu'ils décident de recruter des joueurs qui tapent des simples au lieu de recruter des joueurs qui tapent des coups de circuit. Puis un simple, c'est je me rends jusqu'au premier but. Fait que c'est pas spectaculaire, là, mais ces gars-là, il y en a beaucoup, puis ces gars-là, ils coûtent pas cher. Fait qu'il a réussi à se bâtir des équipes compétitives en ayant 30-40% du budget des équipes riches. Puis là, la philosophie qu'il a mis de l'avant, elle a été surnommée Moneyball. Puis moi, quand j'ai écouté le film en 2015, je venais de lancer mon entreprise, puis il fallait que je gère mes médias sociaux, puis que je fasse tout par moi-même parce que j'étais tout seul avec mon laptop. Puis je me suis inspiré de la philosophie Moneyball, du baseball, puis j'ai dit comment est-ce que je fais pour l'appliquer aux médias sociaux. Puis, tu sais, le principe, c'est de dire focus sur des micro-victoires, rassure-toi de bien créer du contenu, arrête de viser le coup de circuit, arrête de vouloir des dizaines de milliers d'abonnés, puis tout le kit. Puis là, cette technique-là, j'ai commencé à la faire pour moi en 2015. Après ça, je l'ai enseignée. Puis là, je l'ai enseigné et je faisais le calcul. Là, j'étais en train de refaire mon portfolio puis tout le kit. Puis j'ai 4000 entrepreneurs accompagnés avec la technique Moneyball depuis 2015. Puis là, en 2023, j'ai lancé le livre « Le succès en affaires grâce aux médias sociaux, découvrir la technique Moneyball » qui a été déclaré best-seller en 10 mois. Fait que, tu sais, puis là, on voit, là, à mesure que je raconte mes histoires et tout, là, d'un côté, j'avais une agence de création de contenu qui était bonne pour l'ego parce que j'avais un bureau, j'avais des employés puis tout le kit, mais pas nécessairement de rentabilité. De l'autre bord, j'avais un département de création de contenu, de formation coaching qui générait beaucoup de revenus, qui m'allume et que j'étais capable de voir que les gens voyaient les résultats, étaient capables de les mettre en application puis de réussir des accomplissements. Puis le livre, je l'ai écrit pour ça. On est revenu à quand j'avais 14 ans. J'ai écrit le livre. Chris, j'avais 2 enfants, j'avais une business à gérer, puis tout le kit. J'avais d'autres choses à faire qu'écrire un livre. Mais ça me passionnait. J'avais le goût de l'écrire. Puis là, je l'ai fait, puis je l'ai lancé en toute humilité. De dire, tu sais, il y a une maison d'édition qui m'a signé, puis j'ai dit, regarde, s'il y a une couple de personnes qui l'achètent, ça va être le fun. Là. Puis tu sais, je m'attendais pas sincèrement à ce qu'ils se vendent aussi rapidement puis aussi efficacement. Ce qui montre, ce que je disais tantôt, que c'est l'offre. Tu sais, c'est le marché qui décide de l'offre. Puis là, je le vois bien que les gens, ils ont besoin d'aide, puis ils ont besoin de structure, puis ils ont besoin de ça, puis ils ont besoin, honnêtement, ils ont besoin de clarté. Au lieu de se faire vendre une recette toute faite, là, de suis ces 8 étapes-là pour pouvoir générer 10 000 $ par mois. Ça, ouais. Ça, c'est un sujet récurrent sur ce podcast-là qu'on rente à propos des gens qui font des formations, qui vendent des formations. Mais toi, au moins,
t'as un background puis quelque chose à vendre. Ouais, parce que, effectivement. Parce que, tu sais, moi, je le vois, les formateurs. Puis, tu sais, on s'entend, là. Je veux dire, j'ai développé ma technique, oui. Mais, tu sais, ma technique, là, c'est du Alex Hormozy, c'est du Russell Branson, c'est du Gary Vaynerchuk. Tu sais, il y a plein de monde qui font plein d'affaires. Puis moi, je prends ce qui m'intéresse de tout et chacun, je l'adapte à ma sauce, je le modifie un peu, puis je le propose, tu sais. Mais moi, ce que j'ai de la misère, c'est qu'il y a des formateurs puis des coachs qui arrivent et qui disent « Ah, je vais vous enseigner ma technique ultime. » Puis là, ma technique ultime, c'est ça. Puis là, t'es comme « OK, ouais, comme Sell Like Crazy de Savre Soubi. » Ah, ouais. Il y a un gars, un moment donné, un pseudo-marketeur, là, je te dis, je capotais, là. Le pseudo-marketeur, je le nommerai pas, là, québécois, là, je t'inscris à son infolettre, il m'envoie une infolettre. Puis là, il me dit « Ah, tu sais, quand tu essaies de sélectionner, d'avoir des clients, il faut que tu prennes ça comme de la séduction. » Fait que là, tu as 3 étapes dans la séduction, puis tout le kit. Puis là, je lis, puis je fais comme « Oui, OK, c'est Sell Like Crazy, Sabri Soubi, c'est lui. » Je m'en vais, j'ai le livre, c'est à côté de moi, là. Je prends le livre, je l'ouvre, je regarde, mot pour mot, là. Mot pour mot, il a pris le texte, il l'a traduit, il l'a mis dans une infolette comme si c'était lui. Fait que j'y réponds. J'y réponds, puis je dis « Hey, dude, on va l'appeler dude pour l'histoire. » Je dis « Hey, dude, t'es conscient que t'envoies une infolette à des gens comme si c'était ton savoir, mais en réalité, c'est du copier-coller d'un livre? » Il m'a répondu. Il dit « Désabonne-toi. » Je suis comme « Wow, OK. » Il y a ça qui est triste dans tout ça. Puis il y a du monde qui embarque dedans, il embarque là-dedans. Puis moi, ben, en ayant développé ma propre méthode puis ma propre technique, ben, j'essaie de me dédouaner un peu de tout ça. De dire, c'est pas une technique que j'ai appris aux États-Unis puis que j'ai transférée. Non, c'est ma technique que j'ai développée depuis 10 ans. Puis oui, j'ajoute des morceaux dedans selon ce que je trouve pertinent. Puis ça me fait vraiment triper. Ben, moi, j'adore ça. C'est aussi surtout, je pense, que tu as l'expérience puis le bagage à partager. Tu as eu une business, tu as vécu toutes sortes d'affaires. Tu as le vécu pour le partager. C'est pas juste... Tu as des milliers de publications à ton actif, sûrement aussi. Il y a tellement... Tu as eu des résultats, tu as un background. Il y a tellement de formateurs qui ont juste lu un livre puis qui recrachent ça à qui veut bien payer 5 000$ pour une formation, mais qui n'ont jamais vraiment vécu ce qui est dit dans le livre. Là, je peux pas venir te dire comment gérer ta vie, ta business quand j'en ai pas eu ou quand j'ai rien vécu de ça. Quand ta première business, c'est ta business de formation. Ouais, c'est ça. Mon ancien partner, il disait tout le temps cette phrase-là, puis ça me faisait tellement rire, puis ça me fait encore rire aujourd'hui. Il dit « Il n'y a aucune différence entre la théorie et la pratique. » En théorie. C'est ça pareil. C'est que ils vont apprendre la formation, ils vont la filmer, une belle petite vidéo en ligne, tout le kit, puis ils vont la lancer. Puis moi, j'ai pas de problème avec ça. Je veux dire, si tu le fais, puis tout le kit, puis ça se peut que la personne, elle l'achète, puis qu'elle aille chercher de la valeur. Le problème que j'ai avec ça, c'est le fake en avant de ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, je vais te dire comment j'ai fait pour générer 300 000 par mois, puis 1 million, puis tout le kit. Puis je suis comme, je sais, man, que tu as loué une villa, que tu as loué un appartement dans le Vieux-Montréal pour être capable de prendre des photos stylish, mais qu'en réalité, tu habites dans un demi-sous-sol. Puis moi, j'aime bien mieux quelqu'un, Chris, qui habite dans un demi-sous-sol. Je l'ai dit, je travaille de chez nous. J'ai un petit bungalow à Belleuil. J'ai pas un esti manoir, là. Mais c'est pas grave, moi, mon argent, je fais autre chose avec. Mais quand je parle avec les gens, ils voient là, que j'ai de l'expérience, que ça fait 10 ans que je suis en marketing numérique, ça fait 20 quelques années que je suis en entrepreneuriat. Je pense que je suis capable de conseiller d'une certaine façon. T'sais. Ben, c'est surtout que tu es capable d'adapter ton approche à ce que la personne a besoin aussi. Là. Ça, c'est le bout qui me fait le plus triper dans des formations. Là. Je te le dis, là, ça, c'est... Quand, mettons, je suis en train de donner une formation qui est plus, on s'entend, théorique, j'explique des principes, puis une méthode, tout le kit. Puis le bout que j'adore, c'est, mettons, il y a quelqu'un qui me pose une question, une balle curve, là. Qui est comme, ouais, mais moi, mon industrie, c'est ça. Rester dans le baseball, là. Ouais, mais c'est ça, on va rester dans le baseball, absolument. Puis là, il dit, ouais, mais moi, c'est plus complexe, c'est bien beau ce que tu dis, mais moi, dans mon industrie, je fais ça. Fait que moi, je sais pas comment je pourrais faire. Puis là, j'arrive, OK, t'es dans telle industrie, ben moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Je commencerais par faire ça, puis je ferais ça, puis je ferais ça, puis je ferais ça. Puis le gars, il est comme, OK, Chris, comment il a réussi à sortir autant d'idées à propos de mon industrie en dedans de 2 secondes? Ben parce que ça fait 10 ans que j'accompagne du monde, puis que j'ai l'expérience. Fait que la balle curve, elle t'attelard, j'en sors du stade, tu sais.
pour ne pas citer FDB, hein. Swing for the fences. fait que c'est ça. Fait que, tu sais, cette technique-là puis elle a évolué dans mon esprit. Parce que là, j'ai fait de la technique Moneyball que j'ai enseignée, puis tout le kit. Là, j'ai fait le livre. Là, je suis en train de travailler sur mon 2e livre. Et là, j'ai envie de la faire évoluer encore plus avec ce que moi, je suis en train de vivre. C'est de dire, comment est-ce que je peux appliquer la technique Moneyball au lieu de que, avant, je l'enseignais juste pour les médias sociaux. Là, c'est de dire, comment est-ce que je fais pour appliquer la technique Moneyball à l'entrepreneuriat, tout simplement. Comment je peux avoir une business qui est rapide, efficace, agile, qui coûte pas cher, puis qui a des bénéfices à la fin. Fait que là, c'est ça, moi, en ce moment, qui me fait triper. C'est ça qui me fait vibrer, que j'ai envie de faire, tu sais. De dire, OK, ma business a downgradé, on était 10, je suis rendu 1. Mais checker comment je suis heureux, puis comment que j'ai réussi à faire quelque chose de beau. Parce qu'au final, ça reste que c'est ça pareil. Là, ouais, ce que je comprends aussi, c'est de voir, tu sais, même à 1, tu es capable de faire beaucoup de choses. Là, ouais. Tantôt, on parlait, tu sais, une expression qui dit « Don't work hard, work smart ». Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est de plus en plus vrai en 2025, là, avec les AI, avec tous les outils d'automatisation. Avoir une business tout seul, que des choses se gèrent comme à peu près instantanément, automatiquement, c'est pas une utopie là, c'est quelque chose de possible. Ah, 100%. 100%. Puis c'est relatif aussi parce que, tu sais, quand que je dis que je suis tout seul dans mon entreprise. Mais je sais pas si vous connaissez Jessica Arnois. Ouais. Ben, elle, là, je l'ai rencontrée dans des séances de coaching, puis ça m'a jeté à terre. Elle a bouleversé mon modèle d'affaires, hein. Très, très honnêtement. Okay. Là. Quand je l'ai rencontrée en 2023, c'est ça? 2023, j'étais en train de réfléchir à ma business, tout le kit, puis tu sais, qu'est-ce que je fais, puis tout le kit. Puis quand elle m'a dit, l'année passée, on a vendu 3,5 millions de bouteilles de vin, OK? Puis elle a dit, j'ai personne sur le payroll. Elle est toute seule. Parce que son adjoint était à contrat, sa compagnie de distribution est à contrat. Lean. Fait que là, tu joues. Tu sais, exactement ce que tu disais, ce qu'on disait tantôt en pré-entrevue, de dire, on bâtit ça comme une équipe de hockey. Tout le monde a des contrats, man. On a-tu gagné la coupe cette année? Non. Pourquoi? À cause de toi. On se l'accent, on enseigne des meilleurs. Tu sais, c'est ça pareil. Ouais. Fait que je suis seul, mais tu sais, je veux dire, j'ai... Mais 4-hour work week aussi, c'est ça le modèle. Si je me trompe pas, ça se peut-tu ou... Ouais. OK. Tu sais, c'est à ce moment-là, je suis tout seul pour faire toutes mes affaires, mais j'ai mes sous-traitants pareil. Nice. Tu sais, j'ai des sous-traitants, on travaille en contrat, puis je te donne de la job, tout le kit. Mais l'intelligence artificielle puis l'automatisation permet tellement d'en faire plus comme ça, c'est pas possible. Puis moi, je fais juste pas l'erreur de dire que... Moi, j'utilise ChatGPT, tu sais, je suis un fan de ChatGPT, mais il m'aide pas nécessairement à créer du contenu. T'sais, même si je suis en médias sociaux puis que je suis en création de contenu, il va m'aider dans ma structure, mon idéation. Il va m'aider, tu sais, quand voici un fichier Excel avec 350 courriels, peux-tu me les mettre en CC dans un format... Il va m'aider dans tout ce qui est productivité, automatisation, idéation, brainstorm, tout le kit. Moi, ça m'aide beaucoup à starter des projets. T'sais, mettons, j'ai telle affaire, je suis comme, hey, il faudrait que je fasse ça. Puis des fois, il te manque juste la structure, tu sais. Je fais juste ouvrir une conversation, j'y dompe tout. Voici mon idée, comme je te l'expliquais de même sur le coin d'une table. Là. Voici mon idée, je veux faire ça parce que telle personne, telle affaire. Je dompe un paragraphe de peut-être 500 000 mots. Puis je dis, clarifie-moi ça. Puis tu sais, là, genre... mais sais-tu quoi? Moi, j'aurais envie de te demander de faire quelque chose de plus. Moi, ce que je fais beaucoup avec ChatGPT, puis c'est probablement un des hacks que les gens utilisent pas tant que ça. Moi, je vais te dire, j'ai un projet en tête, je voudrais faire ça. Avant de commencer, pose-moi des questions pour mieux comprendre. Aussi, et là, il te pose une vingtaine de questions, puis là, t'es comme, c'est quoi cette petite question-là qui vient de sortir? J'avais pas pensé à ça. Là, tu réponds aux questions, puis là, à partir de là, il va commencer. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est que ça nous permet de sortir des sentiers battus, ça nous permet de structurer nos idées. C'est comme un bouncing board qu'on a en permanence. Puis après ça, tu as tous les outils d'automatisation. Moi, je travaille beaucoup avec Make, avec Airtable, avec Opus Pro, toutes des affaires qui peuvent faire montage vidéo, déclinaison de contenu automatisé, puis tout le kit. Sincèrement, là, en ce moment, puis je l'ai fait le calcul là, pour le fun, là, je suis capable... Normalement, en dedans
de 2 jours, là, mettons 2 jours de travail, là, 16 heures, là, je suis capable de créer à peu près une centaine de pièces de contenu. Comme ça. Wow. Puis là, je te parle, C'est beaucoup de contenu. là, je te parle de contenu vidéo, je te parle de contenu audio, je te parle de contenu Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, À toi tout infolettre, blog. Ouais. Man, je comprends pourquoi t'as plus besoin de staff. Ben ouais, mais c'est fou. Parce qu'on le travaille intelligemment. Puis là, c'est que tous les outils d'automatisation, tu sais, je fais un podcast. Ben mon podcast, je le mets dans Opus Pro. Fait que mon 1 heure de podcast devient 15-16 clips que je peux utiliser pour les médias sociaux. Fait qu'un podcast qui m'a pris 1 heure a été décliné en 16 clips. Après ça, je prends mon podcast, puis je vais utiliser YouTube Summarizer, qui va me sortir le verbatim, donc tout le texte qui a été dit dans le podcast. Fait que là, j'ai le 1 heure de podcast que j'ai. Je mets ça dans un table associé avec Make. Il va prendre mon texte, il va le transformer en article de blog, post Facebook, post LinkedIn, post Instagram, description de Reels, tic, 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 tic. Fait que là, t'imagines, un podcast vient de me donner 20 pièces de contenu, puis il m'a pris 1 heure, mettons 1 heure à tourner. Je vais prendre des notes. Je suis en train de faire des automatisations pour le podcast. Mais c'est fou. Fou. Fait que là, tu réfléchis à ça, puis tu fais comme, attends une minute, là. Fait que là, moi, je suis capable en 2 jours de faire 100 pièces de contenu. Là, je suis pas encore, tu sais, il n'y a pas encore de la programmation directement, puis tout le kit, mais c'est ça que je disais. Moi, j'ai mon gars de 18 ans qui travaille pour moi, qui programme mes affaires, puis ça va super bien. Moi, je programme quelques trucs par moi-même, mais mon gars, il fait ça. Il fait ça en temps partiel, il va à l'école en même temps, puis tout, la job est faite, tout est parfait. Fait que je veux dire, je suis capable de créer ce qu'un créateur puis une créatrice de contenu faisait pour moi à temps plein avant, Dans 2 jours. en 2 jours. Il te reste encore un autre 15 heures si tu veux faire d'autres affaires. Ouais, puis là, on parle de 2 jours dans un mois, là. Parce qu'officiellement, s'il y a 22 jours de travail en moyenne, il me reste 20 jours, là. Fait que, puis là, je te parle juste de mon podcast. Parce que là, après ça, j'ai mon émission de radio. Mon émission de radio, elle est filmée. On la prend, on la décline, on l'éclate, tout le kit. Après ça, je donne du coaching. Mettons, je donne une formation en ligne, là. Je donne une formation en ligne. J'ai 1h30 de formation qui est donnée. On l'enregistre. On prend ça, on le met dans, un exemple, un chat GPT, disait, tu peux-tu m'analyser la vidéo puis me sortir des idées de posts qui sont basées sur mon expertise et tout. À partir du moment que tu embarques là, rendu là, c'est plus est-ce que je suis capable de faire du contenu, c'est que tu veux juste pas trop en faire parce qu'à un moment donné, il y en a trop puis tu vas juste le prioriser. Il faut quand même faire attention parce que des fois, il y a des choses qui sont pas nécessairement dans la ligne que tu veux ou tu sais. Faut quand même que tu révises tout le contenu. 10-90. Moi, c'est la règle que j'enseigne à tout le monde. 10% de ta job, c'est de donner le contexte à l'intelligence artificielle. Il va faire 80% de la job. Puis tu as un 10% à la fin que c'est ta responsabilité de reprendre le contenu, regarder, c'est-tu correct, puis ça fait-tu du sens et tout. Fait que normalement, avec ça, tu t'en sors. Mais moi, je te le dis, moi, c'est fou, la quantité de contenu qu'on est capable de faire avec les AI. Puis avec les automatisations, puis tout le kit. Puis là, à partir du moment que... Tu sais, là, je l'ai fait pour les AI. Mais là, après ça, tu sais, dans le fond, moi, je dis que tu as comme trois types de tâches que tu peux faire. Tu as des tâches qui sont 100% humains. Exemple, je vais donner une formation. C'est 100% humain. Après ça, tu as du hybride. Ça, c'est-à-dire que là, j'ai mon podcast que je vais tourner. Là, je vais le mettre dans ChatGPT, puis je vais le mettre dans Make, puis tout le kit. Puis après ça, tu as du 100% automatisé. Exemple, mes fournisseurs qui m'envoient des factures, ben là, moi, j'utilise Dext, qui fait que la facture est directement envoyée dans QuickBooks, puis tu sais, tout se fait de façon automatique. Mais quand tu fais le mélange des trois, de dire, si je suis capable de me libérer 20% du temps avec des automatisations, puis si je suis capable d'optimiser mon temps de 50% en faisant du semi-autonome, ben, Christy, il me reste du temps en tabarnouche dans une semaine, là, plutôt que de gérer du personnel. C'est vrai. Puis tu peux te concentrer à continuer de bâtir ta réputation parce que tu parlais aussi que tu faisais des conférences puis que ça marchait super bien puis qu'il y avait quand même des beaux revenus à faire aussi avec cette pan de business-là. Fait que continuer de créer, continuer de bâtir cette notoriété-là qui te permet aussi de faire des beaux revenus autour de ça, autour de ton persona un peu artistique, même on pourrait dire au niveau conférencier, c'est de la business, mais il y a une notion de parler devant le public, il y a une notion de gérance d'artiste aussi. C'est de la relation publique. Là. Mm-hmm. C'est de la relation publique, c'est donner assez d'informations sur les médias sociaux puis assez de vibe pour que les gens aient envie de t'avoir en conférence, formation. Puis quand tu es en formation, conférence, il faut que tu en donnes assez pour qu'ils aient le goût de te reprendre. Fait que c'est vraiment dans cette loupe-là. Mais moi, je trouve ça le fun. Puis tu sais, il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est que moi je considère que je suis un fucker. Moi, je suis pas connu. Tu
Tu sais, je veux dire, oui, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage qui me connaissent, puis des fois, je vais dans des activités de réseautage, puis tu sais, c'est Monsieur Moneyball, puis tout le kit, je trouve ça super sharp, tu sais. Mais j'ai donné une conférence à 180 personnes, là, puis j'ai demandé aux personnes, j'ai dit, levez la main, ceux qui m'ont déjà vu. Il y en a 2 qui ont levé la main. Il y en a 178 qui ne me connaissaient pas. OK? Mais moi, ça me fait plaisir. Parce que quand je vois ça, je fais comme, oh mon Dieu, que l'océan est grand. Là. Ça te génère du inbound. C'est fou. Tu sais, l'océan est grand en tabarnouche. Là. Tu sais, s'il y a 10 000 personnes qui me connaissent, là, on peut dire que 10 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Moi, mais 10 000 personnes sur 8 millions de Québécois, c'est quoi? Puis là, je te parle juste du Québec. Tu sais, fait que moi, je suis dans une démarche où est-ce que je m'amuse. J'ai mon costume de super-héros qui est Moneyball. J'ai mes pièces de contenu que je lance toute la kit. Puis, je fais ça secondaire à ce que je fais. Tu sais, c'est pas... C'est là, tantôt, qu'on parlait des pseudo-marketeurs, là. Tu sais, eux autres font de la pub parce qu'ils ont besoin d'avoir de la pub pour générer des ventes, parce que sinon, ils sont pas connus. La seule façon qu'ils ont d'être connus, c'est de la pub qui spread partout, qui existe. Moi, je fais pas beaucoup de pub. Moi, je fais beaucoup d'activités, je fais beaucoup d'événements. Je rencontre des gens, on jase avec des gens, puis inévitablement, ça nous donne quand même un avantage parce que quand tu es en personne puis que tu donnes une conférence, ben ça se fake pas. Là. Mm-hmm. Si t'es poche, t'es poche. Tu sais, je veux dire, tu peux pas arriver de faire une conférence de 3 heures puis le monde sont comme OK, il est vraiment pourri, mais sur les médias sociaux, il est sa coche. Ça arrive? Ouais? Ben, pas Non, toi, pas je moi. t'ai Pas jamais- moi. je Ok, t'ai non, jamais non, vu, je comprends. mais Non. ça arrive des conférenciers que t'es comme ouf. Ouais, ça va être long. Ouais, mais souvent, c'est parce que souvent, ce qu'il va y avoir, c'est que c'est des conférenciers qui ont une cassette. Ouais. Ils ont une cassette. Voici ma cassette que je dis sur les médias sociaux. Voici une cassette. Mais tu sais, ça, c'est du monde. Envoie-leur pas une balle curve. Là. Si tu leur envoies une balle curve, ils sont comme Mais tu sais, regarde, s'ils réussissent leur vie, je vais être bien content pour eux autres. Mais des fois, si on parle de conférences aussi, des fois, il y a comme des conférences déguisées en pitch de vente aussi. Ça, c'est mes pires, là. Ah ouais, ça me fait tellement chier. Donne-moi de la valeur. C'est un peu la technique aussi, Alex Hormozy, si on veut, là, de comme tu donnes de la valeur, puis à un moment donné, ça génère de la clientèle. Là. Ça, j'adore ça. Mais les hosties de vendeurs comme Chris. C'est exactement Donne-moi de ce que je dis dans mes formations. Puis j'utilise exactement ça. Parce que moi, tu sais, comme je vous dis, j'utilise des principes de God Marketing des États-Unis, mais je le nomme. Puis moi, j'utilise la technique d'Alex Hormozy. Tu le voles pas. Non, c'est donne de la valeur jusqu'à temps qu'il achète ton produit. Mhm. Moi, j'ai une pub qui roule pour la vente de mon livre, mais le reste, je suis en organique. Moi, je donne des trucs, des conseils, des articles de blog, je donne des. Puis j'arrive pratiquement jamais que je dis hey, achetez-moi, achetez mes affaires. Mais c'est quoi le résultat qui arrive? J'ai du monde qui m'envoie des messages sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, me pose des questions, on commence à connecter, puis finalement, je close des mandats avec ça. Mais je déteste. Tu sais, la formule, c'est drôle d'ailleurs que tu dises ça parce que la première formation que j'ai suivie avant de partir en médias sociaux, c'était exactement ça. Fait que moi, j'étais newbie, là. Je connaissais rien des médias sociaux, puis je disais, hey, je vais aller suivre une formation pour être capable d'aider les gens. Fait que le conférencier, il nous donnait une conférence de 8 heures de temps. C'était 4 heures. Et tout ce qu'il disait dans la conférence, c'était « Vous devriez travailler avec moi, je vais vous aider. Vous devriez travailler avec moi, je vais vous aider. » Mais tu sais, c'est 400$ la conférence. Il y avait genre 20 personnes dans la place. Là, t'es comme Chris, c'est 8000$ de revenus pour se faire dire « Vous devriez travailler avec moi, vous devriez travailler avec moi. » Moi, je détestais ça. Puis, la petite anecdote qui est drôle là-dessus, c'est que sur l'heure du dîner de cette conférence-là, il y avait un des étudiants qui était avec moi. Je parlais avec, puis le gars, il avait un concessionnaire de char, puis il disait, tu sais, j'aimerais ça gérer mes médias sociaux par moi-même, mais là, je suis pas bon là-dedans, j'aime pas ça. Puis je suis venu suivre la formation pour ça, tu sais. Puis il dit, toi, tu fais quoi? Je dis, ben moi, je veux aider les entreprises à gérer leurs médias sociaux. Fait qu'il m'a dit, tu travaillais pour moi? Je dis, ouais. Fait que mon premier contrat de médias sociaux, je l'ai suivi dans cette formation-là. Puis la raison pour laquelle je l'ai signé, c'est parce que le conférencier, il faisait un pitch de vente plutôt que de donner de la valeur. Mhm. Ça fait toute la différence. Ah, c'est clair. Ah, ben sinon, il aurait peut-être signé avec lui. Ouais. S'il avait fait une bonne job de conférence. Ouais, absolument. S'il avait juste donné de la valeur, de la valeur, à la ça. fin, il aurait dit, je veux travailler avec. Mais là, il disait juste, travaille avec moi. Fait que finalement, il a décidé de signer avec moi. Puis ça a fait bien mon affaire. Mais un qui fait bien ça aussi, à moins que je me trompe, là, mais PC, je l'ai jamais vu dire dire dans une de ses vidéos, faites affaire avec nous autres. Là, il fait juste compter ses histoires, il est très, très, très dans le storytelling, des fois dans 100%. des petites affaires champ gauche, mais ça n'est un qui a jamais proposé ses services. Là. Lui, c'est un case study de tu sais, la bonne pratique. Là, tu sais, il a trouvé un filon, il a trouvé sa ligne éditoriale, il a décidé de pousser. Il fait pas de promotion en tant que tel, mais il en fait par le rayonnement qu'il a.
Mais il a jamais dit appelle-moi puis je vais t'aider, télécharge ce PDF, tout le kit. Lui, c'est 100%, il pousse, il donne, il divertit. Mhm. C'est ça la grosse nuance que les gens oublient de faire sur les médias sociaux. Là. Il divertit les gens, puis au final, dans le divertissement, il passe son message, il passe son expertise, puis il y a des gens qui ont envie de travailler avec. S'il avait fait ça dans une démarche de vente, s'il avait juste fait sa première vidéo puis qu'il avait fini « Si tu veux des conseils ou si tu veux une hypothèque, appelle-moi il ne serait pas là aujourd'hui. 100%. Juste parce qu'il a enlevé son call to action, qu'il a dit « Moi, je veux juste divertir puis je comprends c'est quoi la notion que les gens ont besoin. Les gens, ils veulent avoir un show. » Il leur a donné un show. C'est ça, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'il faut que tu penses à c'est quoi que les gens ils veulent. Ouais. Puis c'est pas qu'est-ce que moi je veux. Parce que toi, ce que tu veux, c'est qu'ils signent avec toi, mais c'est pas ça qu'il faut que tu montres. C'est ce que faut que tu montres au public qu'est-ce qu'eux veulent. Puis eux, quand ils sont sur TikTok, ce qu'ils veulent, c'est pas se faire vendre un courtier hypothécaire, c'est avoir du divertissement. 100%. Je le dis toujours dans mes formations, il y a 3 principes. Il y a 3 principes de base de la philosophie Moneyball. Okay? Le premier, c'est les micro-victoires. Fait que, on va faire des pauses constantes, récurrentes, tout le baby kit. step. Baby step. Un peu comme Atomic Habits, tout le kit. Là, on y va tranquillement. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est l'ampleur de la visibilité. Ça sert à rien ici d'avoir 50 000 abonnés si les 50 000 abonnés sont au Bangladesh. Là. C'est pas important. T'es mieux d'avoir 500 abonnés, 1000 abonnés, de gens qui te suivent, qui trippent sur toi et qui sont intéressés, ou d'avoir une infolette de 200 personnes va être bien plus payant qu'avoir 10 000 abonnés sur Facebook. T'sais. Fait que ça, c'est le deuxième principe. Puis le troisième principe, c'est la qualité du contenu. Mais la qualité du contenu, j'apporte 2 bémols là-dessus. La première chose, c'est la qualité du contenu pour ton audience, pas la qualité du contenu pour ta business à toi. Si ta qualité du contenu, c'est de dire « Hey, je vends cette bière-là, veux-tu me l'acheter? » Ça, c'est du contenu égoïste que j'appelle. Si tu offres du divertissement puis que tu donnes de la qualité aux gens, là, ils vont s'intéresser à ton contenu. Ça, c'est la première notion. Fait que c'est exactement ce que tu disais. Puis la deuxième, c'est la qualité du contenu et non le contenant. Des fois, il y a des gens qui vont faire l'erreur de dire hey, on va faire des vidéos, des montages, ça va être super beau, ça va être super esthétique, ça va être super léché. Oui, mais si le contenu que tu transmets est nul, les gens, ils vont s'en foutre. Là. Fait qu'il y a du monde qui vont faire des stories, qui se parlent au téléphone, avec leur téléphone, puis qui sont dans leur char, puis la qualité de ce qu'ils vont dire va être au-delà d'une pub qui a été faite qui a coûté 150 000 parce que la pub est juste plate. Je salue un artiste américain, mais ça serait pas une bonne idée. Qui a fait ça dans une pub du Super Bowl, j'arrête ça là. Non, il est très controversé. Non, mais je trouve le parallèle est bon parce que, mettons, je fais de la musique sur le side, puis je fais un peu de promotion. Puis un conseil que j'ai vu récemment, c'est exactement ça. C'est que il y a beaucoup d'artistes qui sont comme, hey, voici ma nouvelle tune, mais que, c'est aller l'écouter. Mais ça, c'est ce que toi, tu veux, que le monde aille l'écouter. Ouais. Mais si tu fais juste twister un peu ton contenu vers, hey, cette tune-là est parfaite pour une randonnée dans le bois, mettons. Mais là, tu viens de te rendre ça actionable pour ton user. Hey, c'est quelque chose pour moi, tu sais. Puis ça va faire la différence entre tu convertis à un autre tune. Ou même j'irais plus loin que ça. Ce qui est mettons, moi, si j'étais un artiste, ce que je ne suis pas, OK? C'est que ce que je ferais, c'est que ma chanson, ça serait le point final de la patente. Ouais. Moi, je serais capable de dire, hey, tu sais, je vais faire une vidéo que je suis en train de travailler un riff de guitare qui va donner la tune finale. Après ça, je suis en train d'assembler je suis en train d'assembler les différents beats. Là, hey, on a rajouté la voix. Fait que là, la personne, elle écoute, elle dit OK, c'est bon, c'est un riff de guitare-là. Tu sais, c'est une vidéo qui dure 15 secondes, 30 secondes. OK, c'est bon, j'aime ça. Là, après ça, il y en a un autre, c'est la voix. Puis là, la personne, elle suit ça, puis elle est comme hey, j'ai-tu hâte que. Tu as hâte la tune qu'elle soit finie, que je puisse l'entendre au complet. Tu sais, il y a une histoire qui est racontée derrière tout ça. Puis, c'est là que je veux baisser. Moi, c'est ce que je fais beaucoup dans la technique Moneyball, c'est de dire, Chris, baisser les attentes, là. Tu sais, soyez réalistes. Il y a des millions de pièces de contenu qui sont publiées à tous les jours. Tu peux-tu comme baisser tes attentes en te disant que ça se peut que la tienne ne marche pas tant que ça, là? T'sais? Mais si elle rejoint 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, puis ça, c'est une autre affaire aussi quand je parle des stories. Moi, on dit, ma story n'a pas marché. Combien qu'elle a eu de vues? Elle a eu genre 150 vues. OK, mais si je te mets dans une pièce puis il y a 150 personnes en avant de toi qui sont en train de t'écouter, t'es-tu à l'aise? C'est comme, non, je veux pas parler. Ben, c'est quand même 150 personnes qui l'ont vu, là. C'est sûr que c'est pas 25 000, mais c'est 150. Mais 150 à jour 1, jour 2, jour 4, jour 8, jour 10, tu vas être connu, là. C'est juste qu'il faut être
patient. Tout Il simplement. n'y a rien qui arrive de même. Là. Non, Non, c'est clair. Puis 100%. la constance, puis checker tes stats aussi, je pense. Puis adapter ton contenu en fonction de la réponse de ton auditoire, 100%. je pense. Tu regardes Ouais, ce que la les gens... Puis tu sais que tantôt, quand que je vous parlais de mon poste de sobriété, là, je l'avais vu dans une autre... j'ai donné une conférence Fucked Up Night en personne. Puis dans la conférence Fucked Up Night, je parlais de mes différents échecs, tout le kit, puis j'ai parlé de ma sobriété. Puis j'ai vu que les gens, ils parlaient beaucoup de la sobriété. Tu sais, je voyais que ça... Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, OK. » Ça fait parler beaucoup les gens en personne. Puis là, je me suis dit « Ah, je vais peut-être l'essayer, mon post LinkedIn sur la sobriété. Ouais. Mais c'est un indicateur de... Tu sais, j'ai fait un événement qui m'a donné cette indication-là, puis j'ai dit « Je vais l'essayer. » Puis ça aussi, c'est souvent ce que les gens ne font pas, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie. On publie, on ne sait pas pourquoi qu'on publie. Ou sinon, on regarde c'est quoi la saveur du mois. De dire, tu sais, ça, c'est la pire affaire là, que tu peux faire. Là. Ah, ouais. Ou à l'inverse, aussi, par contre, on publie pas. Tu sais, des fois, il y a bien du monde qui publie juste pas. Ben, on est coupable de ça souvent, nous autres aussi. Là, de juste pas publier parce qu'on est on n'a rien d'intéressant à dire. Il y a Mais tout le temps quelque chose d'intéressant. des fois, c'est juste que tu prends 15 minutes de quoi je pourrais parler puis tu vas trouver quelque chose. Puis... Mais moi, je dis, les médias sociaux, c'est 90% préparation, 10% action. Fait qu'à partir du moment que ça fait partie de ta to-do à tous les jours parce que t'as pas de structure puis t'as pas de plan, tu t'en sortiras jamais. Est-ce que c'est pareil pour la prospection d'ailleurs? Là? Je suis là-dedans présentement, puis plus tes listes sont sharp, plus ton message il est bon, plus ta prospection va fonctionner. Mais je trouve que l'exemple est vraiment bon. Tu pars pour faire de la prospection, tu dis « OK, je vais m'installer cette semaine. Là. Cette semaine, je vais m'installer pour faire de la prospection quand je vais avoir le temps. » Là, tu as le temps, tu as une demi-heure. Fait que là, tu t'assois, tu fais comme « OK, j'appelle qui? » Là, tu sors ton couteau, tu trouves l'intérieur de la main, mais t'attends d'arrêter de saigner. Parce que Chris, que c'est de la merde. Non, mais tu comprends? Ouais, Fait que là, t'es comme bon, mais qui je vais appeler? Fait que là, je vais regarder sur Google, là, genre Google Maps, on va regarder les entreprises qui sont là. Là, je vais en prendre une, je vais appeler. C'est sûr que certain que tu produis rien. Mais si tu prépares toute ta liste de prospection, tout ton pitch, toutes tes affaires, puis tu dis, moi, le mardi, de 9 à midi, je suis en prospection, je fais pas d'autre chose, les résultats vont être. Mais c'est no-brainer parce que je réalise de plus en plus, on a travaillé avec pas mal de monde, entre autres avec Nick de H2H, qui est le dernier podcast qu'on a publié avant celui-là. Non, c'est l'autre d'avant. Puis, je suis mêlé. Mais, entre autres avec lui, on travaille avec d'autres consultants aussi en termes de vente puis de prospection. Puis, ce que je réalise de plus en plus, c'est que la seule tâche qu'il faut que tu aies à faire quand tu t'installes pour faire la prospection, la seule affaire que tu dois avoir à penser, c'est ton prochain call. Faut que tout soit tellement devant toi, tout soit tellement pré-mâché, tout soit tellement simple que t'as pas de place pour autre chose, t'as pas de place pour penser à autre chose. Faut que tu aies 100 appels, 15 ou 20, le nombre que tu veux faire, mais faut que tu aies rien que ça. Rien que ça, parce qu'autrement, tu vas faire autre chose. C'est comme faire une recette que tu as toutes déjà pré-coupé tes affaires, la poêle est déjà chaude, tu ferais juste rajouter de l'huile puis mettre tes légumes. Non, c'est exactement ça. Si tu prépares tes trucs avant, puis les médias sociaux, c'est ça. Fait que tu parlais de la comparaison de bouffe. Faire un post aux 15 minutes, c'est comme si tu arrives puis tu fais comme bon, ben aujourd'hui, je vais me faire à manger. Fait que là, tu salis de la vaisselle, tout le kit. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que moi, quand je parle quand je donne ma formation sur les médias sociaux puis sur la technique Moneyball, moi, je fais la comparaison entre de la meal prep. Tu sais, le dimanche, là, tu fais cuire plein de poulet, puis plein de pâtes, puis plein de riz, puis plein de brocolis, puis là, tu fais tous tes plats, puis tout le kit. Puis c'est la même affaire que les médias sociaux, là. Tu sais, moi, je fais mes 4 podcasts qui deviennent 16 clips, 15 clips chaque, qui deviennent 4 articles de blog, 4 infolettes, 4 Facebook, 4... Mais officiellement, je fais une journée de tournage, là. Je fais une journée de tournage, puis ça me crée du contenu pour 2-3 mois. Mais je fais ça à tous les mois. Fait que là, j'ai plein de contenu qui reste encore, ce que j'appelle des plats surgelés, des plats congelés. J'ai des plats congelés qui sont là puis que je peux utiliser. La technique Moneyball, mettant la technique Ricardo. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que c'est ce que j'arrête pas de dire. Moi, je veux être le Ricardo des médias sociaux. Hein. Moi, je veux la donner, la recette. Je veux que les gens utilisent ma recette puis qu'ils puissent avoir du succès. Ça me fait, tu sais, j'aime ça. C'est ça mon gage de succès parce que j'ai des ambassadeurs. Tu sais, tantôt, tu disais pas de crédibilité, des pseudo-marketeurs. Mais moi, quand les gens ils ont utilisé ma technique, ils ont acheté mon livre, ils l'ont mis en application puis ça marche. J'ai des cohortes qui partent, puis mes cohortes partent de monde qui m'ont été référés. Quelqu'un qui a fait de la cohorte, qui a dit « Hey, j'ai une de mes amies, il faut qu'elle suive ta cohorte. » Puis là, elle la convainc, puis elle rentre dans ma cohorte. Mais ça, c'est le fun, mais c'est en donnant de la valeur. Ce qu'on disait tantôt. Ouais. Fait que... tu sais, je dis que je vais être le Ricardo des médias sociaux, là. Mais ça me fait toujours penser à...
quand j'avais mon entreprise, j'avais engagé un employé qui était un jeune vidéaste. Puis ce gars-là a probablement été la pire embauche que j'ai faite de l'histoire de l'humanité. Quand on dit vidéaste, un genre. Il filmait, là. Il faisait des vidéos. Ouais, tu sais, il filmait, mais genre, le premier tournage qu'on est allé faire, il avait pas chargé les batteries de la caméra. Puis il y avait pas de carte SD. Tu sais, ça te donne à peu près, là, tu sais. Puis il est arrivé en retard sa première journée. Il est arrivé en retard à sa deuxième journée. Puis genre, la troisième journée, j'arrive au bureau, il est là. Il a mis les pantoufles d'une employée. Okay? Mais lui, il avait des plus grands pieds qu'elle. Fait qu'il a tout écarté. Il a tout écarté ses pantoufles. Puis Chris, il était rentré dans mon bureau. Puis il était venu chercher mon plat de cachou. Tu sais, moi, je pouvais manger des cachous. Tout. Il était venu chercher mon... Puis il avait fini le pot, man. Fait que là, je rentre dans son bureau, entre parenthèses. Puis il était assis, mon gars, avec les pantoufles de mon employé. Il est en train de manger des cachous. Puis il est comme, ça va? Ouais. J'étais comme, c'est sûr qu'il me niaise. Ici. Mais là, j'étais un gars comme... bienveillant, tu sais, je dis, je vais y arracher la tête. C'est sûr. Fait que là, finalement, j'ai rien fait. Je suis parti, puis j'avais d'autres rencontres. Le lendemain matin, j'avais donné rendez-vous à 9h. Il est arrivé à 11h15. 11h15, même 2h15 de retard sur un rendez-vous à ta 4e journée de job. Sur un meeting que t'allais le congédier. Non, mais j'en ai pas le congédié. Je voulais qu'on travaille sur, tu sais, mais je veux dire, je voulais y parler comme quoi que, tu sais, je trouvais que Chris, il y avait quelque chose à faire. Mais là, 2h15, il est rentré, il est venu pour s'asseoir. Je suis comme, regarde, honnêtement, assis-toi même pas, là, on perdra même pas de temps là-dessus. Puis pendant des années, on l'appelait Cachou. Fait que c'est ça que je trouvais drôle, c'était Cachou, mon gars, je ne peux pas croire qu'une personne, puis je parle même pas, je te dirais même pas son âge, là, tu sais, pour pas qu'il y ait de jugement générationnel ou quoi que ce soit, là. Mais j'étais comme... C'est épouvantable comment tu peux ne pas avoir de respect, man. Il y avait les pantoufles de mon employé à manger mes cachous, man. Ça sonne comme un adolescent qui n'a jamais passé sa phase de faire 15 siestes par jour, mettons. Là. Vite de même, là. Je trouve que ça fit. OK. C'est pas un adolescent, mais ça fit dans le tempérament de « Ouais, tu sais, ça va bien. Il y a trop juste aucune gêne dans la vie. Ouais, effectivement. Moi, mon père, mon gars, s'il a fallu que je fasse ça, mon père, il m'aurait arraché la tête ici. Tu sais, mon père, moi, il était du genre que quand on était plus jeune, mettons, on rencontrait du monde. Tu sais, moi, si je serrais la main de quelqu'un puis j'étais assis, là, il me donnait de la marde, là. T'es comme, qu'est-ce que tu fais? Tu restes assis. Quand quelqu'un arrive, tu te lèves la main pour serrer la main. Puis là, je suis comme, ah, OK, papa, tu sais. Puis là, je trouvais ça un peu intense. Puis aujourd'hui, je dis à mes gars, Chris, lève-toi, ça n'est pas avancé. Fait que finalement, j'ai pas la même affaire. Mais ouais, mais c'est une question d'éducation et tout. Mais ça a été une. Je repense à. Hey, ça fait quasiment 10 ans de ça. Là. Puis j'ai ri encore aujourd'hui. Chaque fois que je mange des acides cachous. Pense à lui, il est en tabarnak. Là. C'est pas tout le monde qui a le même niveau de classe. Là. C'est tout le temps. Parlant de niveau de classe, on est dessus notre chroniqueur, Alex Hogan. Et là là! On applaudit, mesdames et messieurs! Il est là, ton micro. Il est déjà là? Ah, God. Non, je regardais juste en dessous de la table. Anyway. Faut que je revienne sur de quoi, Marco, là. Toi, quand tu vas dans une activité de réseautage, tu demandes aux gens s'ils sont heureux. Ouais. S'il y a bien un endroit où personne n'est heureux dans la vie, c'est bien d'un 5 à 7, là. Sauf les estis de vendeurs d'assurance. Pour eux, c'est comme un buffet, là. C'est comme, on est trop content. Ça doit être le fun dans des funérailles, hein. C'est la famille du défunt, mes sympathies. Êtes-vous heureux? C'est quand même pas fait. Anyway. Je me garderais une petite gêne là-dessus. Tu dirais pas. J'avoue que c'est pas de toutes circonstances qu'on peut l'utiliser. C'est bon. Mais moi, ce que je vais parler, c'est en fait qu'avec la situation politique actuelle, hein, puis pour les 4 prochaines années, je pense que les besoins en coach de business sont nécessaires plus que jamais. Les prochaines années pourraient être tough pour certaines entreprises, certains entrepreneurs. Puis je pense que c'est bon qu'il y ait certains conseils pour s'en sortir. Puis moi, j'ai coaché une couple de clients, puis je voulais partager des conseils que je leur donne tous. Puis on va voir si tu les aimes aussi, là. Pour moi, tout d'abord, le secret, c'est d'avoir des liquidités. Hein. Brandon l'a dit, l'argent, c'est ton carburant. Fait qu'au lieu de courir après du financement auprès des banques et les investisseurs, moi, mon truc, c'est d'utiliser l'argent que tu collectes avec les taxes et les déductions à la source pour te financer au lieu de le verser au gouvernement. Tu sais, qu'est-ce que Revenu Québec peut faire, anyway? Moi, je suis aux finances de Récursif depuis 2022, puis à date, ça va bien notre affaire. Avec le gouvernement, là, pour vrai, il faut que tu montres que c'est toi le boss.
Quand tu fais une demande de subvention puis qu'un agent du gouvernement révise le montant demandé à la baisse, book un appel avec lui pour comprendre les raisons derrière sa décision. Puis une fois que tu lui parles, utilise la meilleure méthode de négociation, dis qu'il fait mal sa job. Shame-le pour qu'il te donne ce que tu veux. C'est important de montrer à celui qui a l'argent que c'est toi qui mène. Tu sais, qu'est-ce qui pourrait arriver de grave? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est un employé, c'est toi le boss, t'es un entrepreneur. Dis-y. C'est des bons conseils, j'aime ça. Faut pas avoir peur d'innover dans la façon de faire aussi, surtout quand les temps changent. Tu sais, l'expression hire fast, fire fast, fuck that. Hire slow, fire fast. Comme ça te coûte moins cher de salaire, t'as quasiment jamais d'employés, fait que t'as plus de liquidité. Facile. Pour réduire encore plus tes coûts, inspire-toi de d'autres modèles d'affaires qui marchent, comme le système de santé québécois. Quand un client t'appelle parce qu'il y a une urgence, ben là, on attend pendant 8 heures avant de répondre. Tu vas sauver crissement de l'argent sur ton département de support client. Mais ça, c'est des conseils génériques que tous les coachs donnent. Hein? Absolument. Ouais. Je pourrais pas mieux dire. C'est ça. Fait que je vais donner des conseils concrets que je donnais à des entreprises d'ici que vous connaissez peut-être. Comme par exemple, Dormez-vous, c'est un de mes clients. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, c'est juste des conservateurs. Hein? Chez Dormez-vous, il n'y a pas de woke. Puis, à chaque mois, ils faisaient des pertes. Fait que je leur ai dit à la gang de Dormez-vous, je leur ai dit, réveillez-vous, guys. Ça marche pas votre affaire, vous dormez au gaz en ce moment. Tu sais, Dormez-vous, là, pour eux, c'est un wake-up call ce que j'ai fait. Ça leur a ouvert les yeux. Un autre client que j'ai eu, c'est Bain Dépôt. Je leur ai dit, votre branding, c'est de la marde. Tout le monde rentre chez vous puis il y a juste des bains. Ça fait pas de sens. Tout le monde qui vient chez vous s'attend à ce que vous vendiez des pots de chambre, des pots pour les plantes, des pots à biscuits. Bref, on s'attend à ce que vous vendiez Bain Dépôt. C'est là que vous devez vendre chez Bain Dépôt, hein, Bain Dépôt. Sinon, vous auriez dû vous appeler Bain des Bains. Puis vous devinerez jamais ce que j'ai dit quand je suis allé faire des recommandations à l'équipe de chez Corbeil. Hein. Chris, eux, ils partent de loin. Vous vendez tous les meubles, sauf des corbeilles. What the fuck, guys? Je suis allé chez Simons. Sont où les Simons? J'en veux 5. L'autre jour, je rentre chez Apple. Qu'est-ce que je leur ai dit sur votre nom, vous pensez? Sur leur nom, à Apple. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il n'y avait pas de pommes. Non, je leur ai dit que c'était en anglais, il faut que ce soit en français. On est au Québec, c'est? Guys. Moi, j'ai un de mes clients qui cherchait un nom qui marchait dans 2 langues. C'est une compagnie matelas. Puis je leur ai dit, visualisez les clients qui utilisent votre produit. Moi, quand je me réveille le matin, là, sur mon matelas, c'est quoi qui se passe? Toi, c'est quoi qui se passe quand tu te réveilles le matin sur ton matelas? Je me lève. OK. Mais moi, c'est pas tout à fait moi qui se lève. En fait, quand c'est le matin, moi, j'ai un morning wood. C'est ça qui se passe. Puis ça, à 30 ans, ben, ça me rend content parce que je sais que, ben, même si je suis vieux, je l'ai encore. Fait que, Ouais, moi, j'ai 42. Nice. That's it, mon chum. Fait que je leur ai dit à mon client, hein, moi, le matin, j'ai un morning wood puis ça me rend content. Votre nom en français, matelas bonheur. En anglais, matelas bonheur. Depuis, leur vente, là, ça va comme ça. Avant, c'était de même, là, c'est de même. On va être plus sérieux. Là. Moi, j'ai un client un peu plus controversé aussi, Éric Salvaille. Éric voulait redorer son image. Puis j'ai dit ça à partir d'une entreprise qui engagerait des personnes avec des troubles ou en situation de handicap. Quand mettons, je sais pas moi, les gens avec le syndrome de la Tourette, par exemple. Il m'a dit que c'était une bonne idée, mais il voulait une business d'un média. J'ai dit, ouais, tu sais, le mieux que tu peux se faire avec ton image, c'est peut-être une compagnie qui fait de la commandite, comme dans des shows TV ou des podcasts. Tu sais, une compagnie de médias qui est pas d'un média, mais tu sais, est média. Puis il m'a dit, quel genre de compagnie fait ça? Tu sais, c'est pas une compagnie de médias, mais est d'un média. J'ai dit, ben, une compagnie de pizza, peut-être? Il m'a dit, moi, Éric Salvaille, qui se part une compagnie de pizza qui engage des gens avec le syndrome de la Tourette. Comment on appellerait ça? J'y ai dit, Pizza Salvatourette. On va l'avoir, mon chum. Yes! Fait quoi avec toute cette longue prémisse-là pour un bon jeu de mots de Pizza Salvatourette? J'en suis bien fier. Puis je vais vous laisser là-dessus. Merci, M. Hogan. Ça fait plaisir. Oh, j'adore ça. Matelas bonheur. Pas trop traumatisé. Non, c'est parfait. J'adore moi, j'appelle ça des jokes de papa. Là. Je trouve ça très drôle. Écoute, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Marco. J'espère que tu as apprécié ton expérience. C'était vraiment le fun, les gars. Pour vrai, c'était une belle expérience, des belles discussions.
Merci pour ça. Merci. Yes. Merci à Nous autres aussi, on a eu bien du fun. Je pense qu'on a parlé de plusieurs sujets assez intéressants. Fait que, Assez passionnant, je dirais même, pour prendre des mots. Là. Le cachou. Fait que, avant qu'on termine, est-ce que tu aurais quelque chose à plugger? Je t'aime, maman. Non. Ben non, pour vrai, j'ai pas. Tu sais, c'est. Rien, les boys. Je veux dire, Rien? les gens. Tu sais, t'as-tu vu, ça, je termine là-dessus. Là, tu sais, moi, j'aime pas. On va faire la promotion de mes affaires. Tu sais, si t'as aimé le podcast, tu vas en savoir plus. Achète mon livre. Achète mon livre. Achète des billets pour une de mes conférences. Non, mais après ça, tu me suivras sur les médias sociaux. Promo toute pour la acheter quête, de la mais- pizza. Mais merci, les boys. C'était juste une super belle opportunité. C'était un super beau moment. C'était vraiment le fun.